إذاعة الشمس. De 18h à 19h, Boujema Adri, Soleil Politique, le rendez-vous politique de Radio Soleil. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Soleil Politique, le rendez-vous social et politique de Radio Soleil. On est ensemble et en direct, exceptionnellement jusqu'à 19h30, en compagnie de Malik Yetou, conseiller municipal à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne. Bienvenue Malik. Bonjour. J'allais dire UMP, Républicain. Voilà, est-ce qu'on peut, les Républicains, on peut le dire? Oui, bien sûr, on peut le dire. Oui, voilà, donc voilà, on te laissera te présenter, mais tu es un républicain repenti, du moins. Oui, on va dire ça comme ça. Voilà, exactement. J'appartiens à l'équipe de Nathalie Kosciusko-Morizet. Ouais, voilà. Et puisqu'on reste dans la repentance, un peu dans la justice, on accueille aussi maître Jean-Claude Durémel, avocat à la cour. Voilà, et homme libre dans aucune écurie. Voilà, un homme libre, mais peut-être avec une sensibilité quand même. Ah, bien sûr, oui. Qui n'est pas républicaine. Qui n'est pas les républicains, parce qu'une sensibilité qui n'est pas républicaine, on serait peut-être un peu dans un système on est libre, pourrait combattre. On est libre chez les républicains aussi, hein. Ah oui, mais tout à fait. Je précise aussi parce que j'entends. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui quand on dit les républicains, on a l'impression quand on est contre les républicains, on n'est pas républicain. Oui, donc on est on est monarchique. C'est sûr c'est qu'on peut-être accaparé le mot. On a accaparé effectivement un terme qui s'applique à tout le monde de droite et de gauche. Voilà, alors aujourd'hui un programme plutôt chargé mais néanmoins intéressant. Donc on va commencer, justement on va rester dans les Républicains. Le discours offensif de Nicolas Sarkozy au Zénith dans le cadre de la primaire de la droite et du centre. Alors c'est du buisson sans buisson, hein, d'accord. Donc on a repris les thèmes, les campagnes de 2007, les campagnes de 2012, plutôt portées sur les idées de la France forte. On parlera aussi du drame de samedi dernier, de Viry-Châtillon, un des policiers agressés par des sauvages, selon Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Sauvage, non, ça a été repris après. Hein. D'accord. Sauvageon, c'était chevènement. Oui. Voilà, donc il a commencé avec ce mot-là, puis après il a été vraiment sur les mots forts. Et puis là du coup, à l'époque, chevènement, quand il avait utilisé ce terme, il s'était rattrapé en expliquant que c'était une bouture dans l'horticulture. C'est le sauvageon, c'était dans le Larousse. Oui, ça avait été mal compris. Donc qu'il avait mal compris. Il avait dû s'expliquer, oui. Oui, tout à fait. Donc les éléments de langage de la part des hommes politiques et femmes politiques, on l'aura compris. Voilà. Et puis bien sûr, on parlera aussi de l'école obligatoire jusqu'à 18 ans pour limiter le décrochage scolaire. Est-ce une vraie solution, une simple provocation de la part de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Voilà, donc pour les trois sujets principaux, vous pouvez réagir sur ces sujets-là et bien sûr sur d'autres au 01 43 48 43 43 sur la page Facebook de Radio Soleil ou tout simplement sur mon Twitter Boujema Soleil, donc hashtag Soleil Politique. Voilà, donc juste vous laisser quelques minutes pour vous présenter. Alors Malik Yetou, un peu sur le ton de l'humour, je disais que tu étais un les républicains repenti, parce qu'auparavant t'étais dans une autre écurie, si on peut parler d'écurie. Exactement. Oui, mais moi ma trajectoire politique, elle est un petit peu classique, hein, on va dire. J'ai été socialiste. J'ai dirigé une section à Saint-Maurice. Et aujourd'hui, je me retrouve dans l'équipe de Nathalie Kosciusko-Morizet, voilà, parce que j'ai été l'un des déçus du hollandisme. Et je me retrouve à côté de Nathalie qui a su me séduire de par son tempérament, de par ses propositions. Et ceci est une trajectoire pour moi qui me choque pas, mais qui peut choquer certains, oui. D'accord. Et puis juste pour NKM, c'est pas forcément la candidate la plus en vue dans la réussite des primaires, dans les sondages. Ouais. Bon, c'est presque une candidature de témoignage parce que je l'ai vu jusqu'au dernier moment dire que qu'il y avait pas assez de parité, qu'il y avait pas de femmes. Le combat était long. Donc voilà, mais donc elle s'est un peu positionnée sur son statut de femme plutôt que sur ses idées. Je peux pas vous rejoindre sur cette définition de Nathalie. Elle a quand même fait des propositions assez fortes, que ce soit aussi bien sur le salafisme, que ce soit tout au long de cette primaire elle a été contre le Nini, ce qui nous a coûté cher avec Nicolas Sarkozy. Elle a été aussi contre la déchéance de nationalité, ce qui n'était pas une position qui était majoritairement à droite, qu'on essayait de comprendre, parce qu'en plus c'était proposé par la gauche. Et donc, c'est pas qu'une candidature de témoignage, c'est une candidature d'idées. Elle va essayer d'être la plus présente dans cette primaire. On n'a pas évidemment les fonds de Nicolas Sarkozy ou d'un Juppé ou d'autres candidats qui peuvent faire des meetings des Zéniths, mais on va essayer d'être présent et de proposer des idées le mieux possible. D'accord, bon, on va en parler à l'occasion de la primaire de la droite et du centre. On oublie souvent la droite. Avant de faire les présentations de Jean-Claude, on va tout de suite prendre Eric pour sa chronique.
Voilà, parce on est vraiment timé de manière très sèche, donc désolé, on va accueillir tout de suite Eric. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Bougema, bonjour aux invités et bonjour au public. Alors on t'écoute pour ce rendez-vous, pour chaque émission de Soleil Politique, donc un éclairage sur un fait de société, ou tout simplement sur une institution républicaine. Alors on t'écoute Eric. Voilà, donc nous reprenons effectivement une habitude déjà ancienne sur Radio Soleil de faire un point, une mise au point sur un sujet de société ou une institution républicaine. Et je voulais vous parler aujourd'hui des réfugiés, de façon effectivement à rappeler la situation et l'état du droit. Alors, premièrement, effectivement, on va distinguer les migrants et les réfugiés. Les migrants qui donc sont une catégorie un peu fourre-tout au sein de laquelle on a des demandeurs d'asile, donc qui prétendent à devenir réfugiés, et puis on a évidemment aussi d'autres formes d'immigration. Les réfugiés, ce sont ces personnes qui ont obtenu le statut de réfugié en vertu du droit international et qui leur confère un statut. En 2015, il y a eu 80 000 demandes et 19 000 personnes ont été admises comme réfugiés. Leur parcours est un parcours difficile puisque, évidemment, l'OFPRA, qui est en charge d'instruire les demandes, vérifie la réalité de leurs difficultés qui se résument à avoir couru des dangers dans leur propre pays pour leurs opinions politiques, pour leur engagement politique ou tout simplement pour leur engagement en faveur de la liberté. Ils ont pu être menacés en tant que groupe, ils ont pu être menacés en tant qu'individus. En tout état de cause, ils ont préféré s'enfuir. Et l'OFPRA, au terme d'une enquête qui dure assez souvent plus d'un an et quelquefois avec un recours à la clé quand ça leur est refusé, donc eh bien il est fini par leur donner donc ce statut de réfugié. Alors ce statut de réfugié leur donne donc un certain nombre de droits. D'abord un titre de séjour de 10 ans et le droit à travailler. Et ce n'est pas parce qu'ils ont le droit à travailler qu'immédiatement ils trouvent du travail naturellement. D'un point de vue de leurs droits, ils ont également la reconstitution de leur état civil avec un nouveau passeport qui leur est donné et le droit au rapprochement familial sous certaines conditions. Voilà, donc ça c'était le rappel juridique. Alors pour prendre un petit peu de hauteur et de recul, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a effectivement plus de 100 millions de réfugiés dans le monde au total, que l'immense majorité de ces réfugiés trouvent refuge dans le pays voisin, que assez souvent ce sont des gens qui fuient des pays en guerre ou des pays dictatoriaux qui sont dans les pays pauvres et que 99% de ces réfugiés, c'est-à-dire 99 millions de personnes, trouvent refuge dans d'autres pays pauvres. Et qui naturellement, ils n'ont qu'une envie, c'est de retourner dans leur pays dès lors que la situation se sera améliorée. Actuellement, par exemple, parmi les réfugiés syriens ou afghans, 6 millions sont en Turquie et donc sont dans des camps de réfugiés tout près de la frontière et donc un espoir, c'est de pouvoir retourner chez eux. Donc le nombre des réfugiés qui choisissent de poursuivre leur route et d'aller dans les pays riches, dans les pays développés, en Europe et notamment en France, c'est une infime minorité, mais naturellement, nous sommes très vigilants et les politiques craignent toujours d'avoir des nombres impressionnants de réfugiés qui arrivent. On parlait effectivement de 19 000 admis l'année dernière. Alors, une fois que les personnes sont admises, ça n'est pas pour autant qu'immédiatement elles trouvent du travail. Premier constat, de manière générale, et on verra que les Syriens ou les Afghans sont un public différent et qui ressemble un petit peu de ce point de vue-là aux Vietnamiens, de manière générale, les réfugiés ont un niveau scolaire et professionnel qui est souvent inférieur aux travailleurs immigrés qui viennent et qui ont une compétence professionnelle à proposer. En revanche, comme c'était le cas au moment des boat people, les Syriens et les Afghans sont souvent plus qualifiés. On a beaucoup d'ingénieurs, on a beaucoup de médecins, des personnes qui ont donc un potentiel d'intégration très fort. Avec, on le voit bien, 30 ans après l'arrivée des boat people, des gens qui se sont insérés dans la société avec des parcours de réussite professionnelle très forts. Beaucoup de Vietnamiens ont réussi dans le domaine scientifique ou médical ou paramédical, avec une volonté de faire en sorte que leurs enfants réussissent scolairement qui était très importante.
Le handicap principal de ces réfugiés, on le sait, c'est la barrière de la langue française. C'est beaucoup plus facile quand ils sont locuteurs francophones, ce qui nous permet de dire d'ailleurs que le français revient très en force dans le monde et sera peut-être en 2050 plus parlé dans le monde que l'anglais compte tenu du boom démographique de l'Afrique noire francophone. Mais le fait est que les réfugiés qui arrivent aujourd'hui sont plutôt des réfugiés non francophones et donc la principale barrière, comme le montrent des études qui ont été faites à l'étranger, en Suisse, en Allemagne par exemple, c'est la barrière linguistique et le français n'est pas connu pour être la langue la plus facile. Par conséquent, une fois que les réfugiés sont admis au séjour, et même d'ailleurs dès le moment où ils demandent leur statut de réfugié, l'apprentissage du français est quelque chose de très important. Ensuite, leurs diplômes ne sont pas forcément reconnus. Ce qui veut dire que beaucoup se retrouvent dans des emplois sous-qualifiés quand ils trouvent un travail. S'ils ne trouvent pas de travail, naturellement, comme ils sont reconnus comme réfugiés, ils peuvent obtenir le RSA. Donc je disais que beaucoup trouvent un travail sous-qualifié, mais il faut prendre la trajectoire de ces réfugiés sur le long terme. On a par exemple de très beaux témoignages par exemple d'un Afghan qui était arrivé dans les années 80, au moment où il commençait à y avoir la guerre entre l'URSS à l'époque et l'Afghanistan, et qui était venu avec un très beau background de bagages universitaires, mais qui a trouvé du travail comme agent de sécurité, qui aujourd'hui a une grosse entreprise de sécurité avec plusieurs centaines de salariés dans la région lyonnaise. Donc on n'apprécie pas l'intégration évidemment sur le très court terme. Voilà. Et donc pour finir simplement autour des polémiques actuelles, il y a quelques beaux témoignages, dont un qui est sorti cet après-midi sur France Info, d'une commune de la Vienne qui accueille des réfugiés avec lesquels ça se passe bien, puisque les enfants sont scolarisés, les parents ont un logement, n'ont pas encore de travail, puisqu'on sait que la difficulté dans un pays dans lequel il y a beaucoup de chômage naturellement, c'est l'accès à l'emploi et à l'insertion, ou la création d'entreprises, puisque naturellement les réfugiés ont aussi le droit de créer des entreprises. Et France Terre d'Asile est en train d'initier une très intéressante expérimentation avec le MEDEF autour de la création d'entreprises. Voilà. Merci Eric. Je ne sais pas si on a encore quelques minutes avec toi. Oui, on a quelques minutes. Peut-être des questions, Jean-Claude, Malik. Pas de questions, mais c'était important effectivement de rappeler un chiffre qui permet d'éviter toutes sortes d'amalgames. Effectivement, c'est moins de 20 000 personnes par an en France qui sont admises au statut de réfugiés pour un pays de 66 millions d'habitants. Effectivement, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on entend ici et là, ce n'est pas une déferlante, bien au contraire. Et effectivement, on a l'impression que les Européens en général et en France en particulier, au fait, on se sent accablé par ces quelques dizaines de milliers, je veux dire. Je crois que c'est l'espace médiatique qui fait qu'à un certain moment il y a une sorte de psychose qui s'installe. Il faut pas aussi. Oui, donc c'est pour ça que c'est important de remettre les choses en place. Il faut remettre les chiffres en place. Il faut aussi remettre la situation de la Syrie, et puis surtout la volonté de ces réfugiés, d'une part d'essayer de s'intégrer, et puis d'autres de retourner chez eux et de pouvoir retrouver une vie normale. Je crois qu'il faut d'abord régler le conflit syrien pour pouvoir ensuite après traiter le problème des réfugiés. Et juste pour conclure cette présentation, Eric, oui. Le statut de réfugié, donc on parle de statut de réfugié statutaire, n'est pas définitif. On peut le perdre si le pays n'est plus en guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Alors on peut perdre le statut dans plusieurs conditions. D'abord, effectivement, quelqu'un qui déciderait de retourner dans son pays d'origine parce que la situation de guerre, de conflits larvés, de guerre civile, de dictature aurait cessé, ou tout simplement parce qu'il aurait pu renouer des liens qui lui permettent de penser qu'il n'est plus en danger, perd immédiatement son statut de réfugié. Deuxièmement, beaucoup de réfugiés sincères s'intègrent, tournent la page de leur pays d'origine pour leurs enfants, ce qui leur évite d'être déchirés entre deux cultures, et demandent la nationalité française. Et puis troisièmement, effectivement, indépendamment de la volonté de la personne de retourner dans son pays, les circonstances qui ont justifié son statut de réfugié peuvent cesser, et donc il y a un certain nombre de pays qui officiellement ne sont pas sont sur la liste des pays sûrs, et donc ne peuvent pas donner lieu à un statut de réfugié. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui serait allemand, suisse ou italien ne pourrait pas demander son statut de réfugié politique en France. Il faut que les circonstances justifient d'être sur une liste de pays à risque.
Eh ben merci beaucoup Eric pour Voilà. ces informations, hein, en plus très optimistes et très positives. Donc merci beaucoup pour cette Voilà. reprise de soleil politique. Merci beaucoup Eric. À très bientôt. Bonne fin de journée à toi, à Bonne très fin de bientôt. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, donc de retour après la chronique d'Éric. Hein, donc ce sera à chaque émission de Soleil Politique, on aura comme ça un coup de projecteur sur un fait de société ou sur une institution, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que il y a une certaine carence de connaissances. Hein, on entend parler du Conseil d'État, on entend parler de haute autorité, puis on sait pas trop. Tout est mélangé et c'est bien effectivement que quelqu'un puisse de temps en temps venir mettre les choses à plat et expliquer la réalité des choses et non pas les fantasmes. Voilà, et c'est vrai que moi je regarde aujourd'hui, si on reste un peu sur le sujet des réfugiés, quand je vois le traitement qui leur est fait de la part des hommes politiques et femmes politiques, hein, Je crois que et de la part des médias, je me dis c'est quand même assez terrible, parce qu'on a quand même des personnes aujourd'hui qui fuient des Une zone de guerre, qui une zone de fuient des guerre. zones de guerre, je veux dire, qui traversent. il y a un traitement médiatique qui faut être honnête, devient un fonds de commerce pour les thématiques du Front National ou souvent des candidats qui se positionnent à droite mais qui jouent sur l'extrême droite. Il y a une inquiétude grandissante parce que nous parlons aussi de réfugiés et nous faisons souvent l'amalgame avec le terrorisme. C'est une réalité. Souvent les inquiétudes sont grandissantes à ce sujet. Donc il va falloir traiter ce sujet avec sérénité et ensuite avec humanité et fermeté. Parce que il ne faut pas oublier que dans ces réfugiés, il y a aussi des réseaux. Ce sont des passeurs qui s'alimentent de cette misère. Et il va falloir être intransigeant avec eux. Et d'ailleurs, Avec les passeurs, certainement. Mais oui, avec les passeurs, c'est ce que je disais. Ceux qui arrivent et qui justifient effectivement d'un état de réfugiés, donc Et qui humanité. ont dû quitter leur pays parce qu'ils étaient persécutés, parce qu'ils étaient traqués, avec eux, il n'y a pas de réticence à avoir. Ils doivent être Traiter avec humanité. voilà, et peut-être renégocier aussi les accords. C'est quoi? C'est les accords du Touquet qui avec le Royaume-Uni concernant les réfugiés le de Calais. Royaume-Uni, on ne sait plus trop où Voilà, ils sont, je de pense quel que côté ils sont, et ce qu'ils font et ce qu'ils feront, et je ne suis même pas certain qu'eux-mêmes le savent. Voilà, bon allez, on va clore la chronique d'Éric pour aller sur nos sujets. Donc on s'était arrêté, parce que c'est vrai qu'Éric a un timing assez juste, et donc du coup j'ai interrompu la présentation de Jean-Claude Durimel, avocat à la cour. Oui, ma présentation est très simple. Hein. Avocat à la cour, avocat jusqu'au bout des ongles, encarté nulle part, mais ouverte à toutes les opinions pour les partager ou pour les combattre. Et avec une sensibilité Très nettement à gauche, je ne le cache pas non plus. Voilà, très bien. Non, mais ça permet comme ça aux auditeurs de positionner. Voilà, comme dans tous les Ça y est, films. vous avez réussi à installer la droite et la gauche sur votre plateau. On installe les personnages. Les auditeurs ça pourront, permet Mais la droite et la gauche peuvent discuter. Rocard et Juppé ont fait ensemble un livre d'entretien, donc la droite et la gauche peuvent discuter. Tout à fait. Hein, Évidemment, mais, bien sûr. Mais on n'est pas en recherche de buzz. Hein. Vous savez, on est sur Radio Soleil, non, donc pas on est du en tout. buzz. On est en recherche de réflexion. Voilà. Et justement, donc on accueille Franck Montfort aussi, donc alors président de l'association Ensemble pour Maison Alfort dans le Val-de-Marne. Tout à fait, c'est ça. Donc représentant de la société civile, Exactement. non encarté, avec Ni à droite, ni à gauche. Au centre. Oh, on sait pas, ça dépend. On représente plusieurs mouvances. Et c'est quoi cette association Ensemble En fait, c'est pour une Maison association Alfort donc citoyenne qui est donc très active sur la commune. Notamment, on aime bien souligner les petites problématiques, notamment de quartier, de sécurité, de culture. Voilà, c'est assez général. Eh bon, très bien, parce qu'on va en parler justement. Alors, on va démarrer. On va commencer tout de suite avec hier, hein, pas plus, du moins hier. Aujourd'hui, on est mardi, donc c'était dimanche 9 octobre, avant-hier. Le candidat à la primaire de la droite a martelé ses thèmes de campagne, insistant sur le déclassement que subirait, selon lui, le pays face à 6000 personnes rassemblées au Zénith. Donc, Nicolas Sarkozy a tenu un discours important, selon ses propres termes. Le candidat à la primaire de la droite s'est placé comme le porte-parole du peuple face aux élites. Un discours qui permet d'identifier certains de ces thèmes de campagne. L'ancien président de la République a notamment dénoncé le déclassement du pays, un pays qui s'enfonce dans le chômage de masse, qui s'efface de la scène internationale, ces millions de Français qui imaginent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. L'école de la République, qui était hier le cœur de la promotion sociale et qui est devenue l'une des plus inégalitaires d'Europe. Cette classe moyenne qui s'est mise à compter ses fins de mois parce qu'elle est la première victime du choc fiscal sans précédent organisé par François Hollande.
etc., etc. Reprise de formules controversées face à cette France exposée aux maux si profonds. Voilà. Donc en gros, je vais pas non plus vous faire tout son discours. Ça a duré facilement 1h30, 2 heures. Mais déjà, alors, on va rester sur la primaire de la droite et du centre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a un Nicolas Sarkozy qui répète ses campagnes de 2007, ses campagnes de 2012, quand lui se positionne par rapport aux élites, comme s'il n'en était pas. Il parle même à un moment d'une anecdote des bobos ou de la personne faisant partie de cette élite qui connaît pas le monde paysan, qui connaît pas la souffrance du monde paysan, mais qui avec son panier en osier va acheter des œufs frais le matin. Oui, on est vraiment dans les caricatures. Oui, un petit peu. Oui. Est-ce qu'on a l'impression que c'est un homme neuf? En tout cas, il se présente comme un homme neuf. Malik, pour commencer. Écoutez, d'abord cette primaire, c'est la primaire de la droite et du centre. Pas de la droite et du Front National. Donc c'est sûr que les thématiques de Monsieur Buisson prennent place, même de Éric Zemmour, si on peut dire, sur cette primaire. Concernant Nicolas Sarkozy, je pense quand il parle d'élite, il parle souvent d'énarques, parce qu'il n'en est pas un. Donc il décrit cette caste parisienne qui travaille entre elles, réfléchit entre elles, et oublie la vraie France, celle d'en bas. Moi, vous le savez, je suis pas tout à fait d'accord avec la vision que Nicolas Sarkozy a de la France. Même si sur certains points, il faut le reconnaître, il est essentiel de préciser que il y a des choses qui vont très mal dans ce pays, que ça soit l'éducation, que ça soit le chômage, que ça soit l'emploi, la sécurité, on en parlera tout à l'heure. Donc, pour cause, il est aussi dans une impasse. Il est bas dans les sondages. Son concurrent, qui est Alain Juppé, son concurrent direct, est, je crois, à 20 points de plus, d'après ce que j'ai compris. Ça dépend. C'est vrai qu'après la séquence, le livre de Buisson plus l'affaire Big Malion, c'est vrai qu'il a quand même largement chuté. Mais bon, après c'est. Bon, alors, donc Nicolas Sarkozy essaye de taper fort pour être entendu. Il essaye de mener le débat. Les ancêtres les Gaulois, je crois que ça fait sourire un peu tout le monde. Je pense que même dans son discours, ça représentait que très peu de temps. Voilà, mais je pense que lui aussi, mais c'est ce qui a été retenu par les journalistes, c'est ce qui a été retenu par l'ensemble de ses concurrents. Donc moi pour Nicolas Sarkozy, je lui souhaite bonne chance et puis c'est tout quoi. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Donc par rapport aux élites, par rapport à cette France. Alors c'est vrai qu'il parle à un moment, alors moi ça m'a fait sourire. En fait, quand il parle des élites, il parle guerre présente dans le métro, les trains de banlieue ou dans les collèges de ZEP. Oui. Donc bon, est-ce que elle l'était sous son quinquennat? Est-ce qu'elle l'était moi j'ai du mal d'un point de vue purement politique à positionner ce discours. Moi je pense que quand on est candidat, la première chose déjà c'est de respecter l'électeur. Et quand Nicolas Sarkozy vient se camper en représentant de la France du bas, il ne respecte pas ses électeurs parce qu'il les prend pour des imbéciles. Donc ça c'est le premier point. Et le second point, c'est qu'on ne peut pas diviser et en fait mettre en confrontation une partie de la France contre une autre. Un pays a besoin d'élites également, et c'est justement dans les pays qui ne sont pas des démocraties qu'on commence par éliminer les élites. Alors, dire que l'on est contre les élites, d'un point de vue démocratique, ça ne me semble pas non plus quelque chose de satisfaisant. Bien au contraire, encore une fois, ça renvoie plutôt à la dictature. Pour le reste, effectivement, comme le disait notre ami, il y a de la posture là-dedans. Évidemment, il est en difficulté dans cette primaire de la droite que moi je regarde de vraiment très loin. Et pourtant, vraiment. On parle de beaucoup, mais je sais qu'il est beaucoup d'électeurs de gauche qui iraient voter à la primaire pour Juppé. On parle aussi, on dit aussi que cette primaire, c'est l'élection présidentielle, parce que le candidat de cette primaire sera le candidat de la présidence. Il faut respecter les électeurs. Il faut également, quand on est électeur, se respecter. À partir du moment où on n'est pas d'accord, je crois qu'il. Ça marche de respecter les électeurs, maître Durimel? Respecter les électeurs. Ouais, est-ce que ça marche? Je veux dire, je sais pas, quand on regarde un peu les différentes campagnes électorales, j'ai l'impression d'entendre beaucoup de promesses, qui n'engagent que ceux qui les entendent, bien évidemment. Donc des gens qui disent des choses aussi énormes que Sarkozy disant je suis le représentant de la France du bas, il y en a très peu. Alors, la France du réel, pour reprendre les termes de Patrick Buisson. La France du réel, celle. Apparemment, il est un petit peu fâché, donc je ne pense pas qu'il reprenne maintenant les termes de. Si, il les reprend. En tout cas, c'est pas lui qui lui souffle dans l'oreille, puisque je crois qu'il ne se parle plus. Mais encore une fois,
personne ne le croit évidemment et il le sait, donc c'est une je suis pas sûr que personne le croit. Il y a des électeurs qui sont très attentifs à son discours. Qu'on soit d'accord ou contre Nicolas Sarkozy. Ils sont attentifs à son parcours aussi. Et s'ils sont ses électeurs, ils savent d'où il vient. Moi, il y a une, pardon. C'est-à-dire que il y a une chose qu'on a tendance à oublier, c'est qu'il a été président de la République. Et on a l'impression qu'il arrive sans bilan. Il arrive après dans une France chaotique comme un sauveur, mais en fait c'est une vieille VHS de Jean. En fait, on croirait du Jean-Marie Le Pen, mais version aseptisée. Quand il parle de pays réel, il y a une espèce de petit rappel à une radio que je ne citerai pas ici, mais la France du pays réel. Oui, ça, c'est une thématique frontiste d'extrême droite. Bon, je pense que les personnes qui connaissent un peu le sujet sont pas dupes, mais malheureusement, il s'adresse à beaucoup de personnes en détresse et qui l'écoutent. Et j'ai bien peur que même s'il ne passe pas au premier tour, ces thématiques soient le premier tour de la primaire, premier tour de la présidentielle. Premier tour c'est-à-dire que finalement, celui qui va gouverner la France, il va être obligé quelque part, le couteau sous la gorge, de devoir appliquer dans son programme certaines thématiques d'extrême droite. Ouais, bien sûr. C'est comme ça que je vois les choses. Mais écoutez, c'est comme François Hollande. Bon, socialiste, hein, on est d'accord là-dessus. Je crois qu'aucun aujourd'hui militant socialiste ne pourrait venir vous voir aujourd'hui droit dans les yeux et vous dire François Hollande a appliqué un programme de gauche. Et pourtant, on est tous d'accord que François Hollande est de gauche. Nicolas Sarkozy, je crois que les curseurs sont en train de se déplacer. Moi, j'en ai entendu, Malik. Je suis vraiment désolé, j'en ai entendu. Le mouvement EO la gauche, c'est ça. La gauche, c'est ça. C'est le mouvement, c'est de dire, regardez, sur les promesses de campagne, voilà ce qu'on a fait. Il a appliqué un programme de gauche adapté à la situation. La déchéance de nationalité, vous pensez que c'est un programme de gauche? Elle ne s'arrête pas au-dessus de la France. Non, mais la déchéance de nationalité, vous pensez que c'est un programme de gauche? Ça n'a pas été voté. Ça a été appliqué. Ça a été proposé par la gauche. Oui, et c'est la gauche également qui maintenant est revenue dessus. Oui. Bon, elle est pas vraiment revenue dessus. Hein. Faut être un petit peu nuancé là-dessus. C'est vraiment très important de se dire que ce type de thématique qui est proposé par aujourd'hui Buisson, Zemmour ou d'autres personnes qui ont des micros prennent de la place dans la société française. Aujourd'hui, tout à l'heure vous venez de parler des réfugiés, les Français ont une inquiétude. Et si vous voulez la nier, c'est votre droit. Il y a aucun souci là-dessus. Mais les réfugiés, ça inquiète les Français. Il faut le dire. Même s'il y a que 20 000, 30 000, ça inquiète les Français. La sécurité. Vous pouvez dire encore tout ce que vous voulez. Ah, non, mais on en parlera tout à l'heure, on parlera du Calvaire. Ça inquiète les Français. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, peut-être surfe sur une peur, mais une peur qui existe. Et si on parle pas à ces Français, si on parle pas à ces Français qui ont une inquiétude, ils vont se diriger vers Marine Le Pen. Et moi, je pense qu'il vaut mieux que ce type de Français vienne avec nous, discutons ensemble, que le laissons de côté, et qu'à la fin du compte, ils se retrouvent au Front National. Juste une réflexion quand même, parce que j'entendais tout à l'heure quand vous énonciez les propositions que fait Nathalie Cusco-Morizet, l'une des premières que vous avez énoncées, c'est ces propositions concernant les salafistes. Il y a quand même des choses plus importantes en France. Donc si vous mettez ça en avant, c'est qu'elle y participe également. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous pensez que le terrorisme, c'est pas une inquiétude grandissante chez les Français, que c'est pas important avec ce qui vient de se passer les dernières années. Les salafistes, ce n'est pas une priorité nationale. Donc vous pensez que c'est pas une priorité nationale. Le programme de Nathalie Kosciusko-Morizet et que c'est par là que vous commencez, vous êtes peut-être déjà dans vous savez, également. Je vais vous dire une chose. Notre pays vient d'être attaqué à plusieurs reprises par des groupes. Elle n'a pas de proposition économique. Elle n'a pas de proposition contre le chômage. Elle n'a pas de proposition pour l'éducation. Si je peux terminer, sinon je vous laisse parler, et puis avec grand plaisir je vous écoute. Mais juste laissez-moi terminer le bout de mon raisonnement. Si vous expliquez aujourd'hui aux victimes des familles que le terrorisme, ce n'est pas une priorité nationale, c'est votre droit. Moi, je vous le dis droit dans les yeux, le terrorisme, c'est une priorité nationale. Comme l'emploi. On devra lutter contre le terrorisme, on devra lutter contre Daesh, et continuer à dire que le terrorisme, c'est juste une anecdote, ça, je suis désolé, personne n'a dit ça autour de cette table. Les auditeurs en jugeront, et moi je vous le dis très clairement, c'est une priorité nationale de lutter contre le terrorisme. Oui, mais on ne peut pas dire d'un côté on va sur des thématiques de droite et de l'autre côté commencer justement par ces thématiques-là lorsqu'on annonce son programme. La lutte du terrorisme, c'est pas une thématique de droite, monsieur. La lutte du terrorisme, c'est une thématique de droite comme de gauche. Non, vous n'avez pas parlé de terrorisme. Le terrorisme, c'est beaucoup plus vaste. Le salafisme, c'est lié au terrorisme. Non, mais là, c'est quoi? C'est la chasse à l'homme qui est lancée dernièrement par plusieurs maires
pour qu'on leur communique les fichiers les fichiers S. C'est ça, et clairement le ministère de l'Intérieur a refusé. Oui, donc c'est ça en fait, tout le monde se lance dans ce combat en fait en réalité. Mais il y a une surenchère. Donc sauf que c'est vrai quand je prends pas la défense de maître Durimel, mais vous pouvez. c'est un homme de droit, et donc à partir du moment où on lance ce type de lutte contre le service, en gros ce qu'on recherche c'est des gens qui sont susceptibles d'eux, mais qui à ce jour n'ont rien fait. Les fichiers S, effectivement, ce sont des gens qui ne sont pas poursuivis. Autrement, ils ne sont plus fichiers S, ils passent de l'autre côté, ils passent du côté des personnes poursuivies. Fichiers S, monsieur Bougema, vous êtes parti. Vous êtes parti tout seul sur les fichiers S. Moi, je parlais du salafisme. Non, quand j'entends les hommes politiques parler de lutte contre le salafisme, c'est un peu ça, en fait. Non, mais pas la loi de Nathalie Kosciusko-Morizet. Non, je parlais pas de moi, je parle de la loi de Nathalie Kosciusko. J'entendais des maires qui réclamaient les fichiers S de leur commune. Il y a des maires qui réclament les fichiers S. C'est incroyable. Mais c'est incroyable, oui et non, à la fois. Ils sont détenteurs quand même de l'ordre public. Les maires. Ok, mais la question c'est pour en faire quoi? Mais écoutez, voilà. je suis maire d'une ville. Ça vous intéresserait pas. Je sais que dans le bloc 8, au 5e étage, il y a quelqu'un qui fiche S et ça va faire quoi? Ça vous intéresserait pas. Je vais enlever ses enfants de la cantine, je les enlève de l'école, je les surveille, je fais quoi? Je vais vous poser une question très concrète. Ça vous intéresserait pas de savoir que dans votre municipalité, il y a un animateur qui soit fiché S et qui garde vos enfants? Non, ça vous inquiète pas, ça? Mais il y a une solution très simple. C'est une question. Donc en fait, il est coupable sans avoir. Je vous pose une question. Est-ce que vous, en tant que maire, ça vous intéresserait de savoir s'il y a un animateur qui garde vos enfants, comme on a pu savoir qu'un homme travaillait à la RATP? Ma question, c'est pour en faire quoi? Même si je le sais, j'en fais quoi? Je veux dire, il y a la loi. Je peux pas lui dire. Non. Eh ben écoutez, au moins on peut évaluer. C'est presque dans de la discrimination. Je sais pas, mettre du rimel. Enlever les fichiers comme ça. La loi donne une réponse très simple. On ne peut pas effectivement communiquer aux maires les fichiers S. En revanche, les maires qui s'apprêtent à embaucher quelqu'un peuvent très bien dire à la préfecture, au service du ministère de l'Intérieur, j'envisage d'embaucher cette personne. Est-ce que c'est possible? Et naturellement, si cette personne est fichée S, on lui dira qu'il risque d'y avoir un problème. Là, ça c'est la théorie, mais il y a la pratique. C'est-à-dire que quand on embauche une personne dans la fonction publique, notamment en contrat de droit privé, je citerai par exemple pour les contrats uniques d'insertion, enfin ce type-là, on fait une déclaration, une attestation sur l'honneur, comme quoi on n'a pas de casier, on fait une demande d'extrait de casier, et durant un mois et demi, on attend le retour du casier ou pas de la personne, et donc durant ce mois-là, on expose quand même la population à un éventuel danger. Mais je pense qu'on est face à une nouvelle problématique, c'est-à-dire que là, c'est ce que moi j'arrive à en déduire, c'est que face à ce terrorisme, on a des nouveaux problèmes. On n'a pas encore, les politiques ne prennent pas de décision, ne légifèrent pas, c'est-à-dire que ne proposent pas à l'Assemblée de nouveaux textes, ou alors des textes anciens qu'on pourrait utiliser peut-être dans ces problématiques. Je sais pas, non. Après, on revient sur le sujet. Hein. Juste, c'est Nicolas Sarkozy. Mais vous avez dérapé. On n'avait pas prévu de faire un sujet sur salafisme. Non, mais le sujet, c'est Nicolas Sarkozy. Alors, et ces thématiques qui sont défendues. Alors, on va essayer de. Mais aujourd'hui, est-ce que les candidats de la primaire de droite et du centre, je veux dire, peuvent, en gros, c'est ce que dit Maître Durimel, est-ce que on peut pas considérer que ce sujet est secondaire, il reste important et prioritaire, pas de problème, mais est-ce qu'on peut aussi s'attacher à ce qui concerne, à ce qui fait vraiment peur aux Français, en l'occurrence, c'est le chômage, c'est l'emploi, c'est l'économie. Mais on en parle. Est-ce que c'est pas plus, vous avez pas peur que vous allez résumer pour les politiques? Vous avez pas résumé la parce qu'en fait, c'est plutôt simple, c'est binaire, c'est les méchants, les gentils, alors que dans le domaine économique, ça nécessite peut-être plus de travail, parce que plus de réflexion, vous pensez plus de solutions. Vous pensez qu'à droite on débat pas du travail et de l'emploi? Vous pensez que pendant la primaire, il y a aucune proposition qui a été effectuée sur les entreprises, sur les PME? Ah, il y en a certainement, mais je dis pas que c'est de votre faute, c'est peut-être de la faute des médias également qui retiennent simplement ce qui va marquer les esprits. En tout cas, en ce qui concerne cette primaire de la droite, j'entends très peu parler d'économie, j'entends très peu parler d'éducation, j'entends très peu parler de ces sujets qui concernent également les Français. Vous avez commencé tout à l'heure en disant que vous étiez très éloigné de cette primaire, donc actuellement. Alors je suis assez surpris que maintenant vous ayez une définition très précise de cette primaire. Alors vous étiez éloigné tout d'un coup. Je ne suis pas éloigné de mon téléviseur et on ne parle que de ça. D'accord. Actuellement à gauche comme à droite, moi j'ai pas encore vu vraiment de programme personnellement en matière économique. Je dis aussi, donc on est deux à ne pas en avoir entendu. Le seul problème, c'est que c'est François Hollande, le président de la République. Donc, ça serait bien qu'il y ait quelque chose qui soit fait. Bon, il y a des choses qui ont été faites certainement pour les entreprises, mais on le ressent pas actuellement. Et c'est vrai que le chômage. Non, mais attendez, je peux pas vous laisser dire que dans cette primaire de droite, on parle pas des entreprises. Attendez, vous plaisantez là.
Non, sans déconner, vous avez pas du tout entendu. Non, mais franchement, là, vous me faites drôlement sourire. Mais vous avez pas entendu à la télé des débats sur de droite sur les entreprises, sur l'emploi, sur le chômage. C'était quand le dernier? Bah, il y a si l'allongement du travail jusqu'à 70 ans. Regarde, peut-être que Le prochain, il est le 13. le prochain, Je vous invite à regarder, puis les auditeurs pourront en tirer les conclusions. Peut-être que Vous verrez. Malik Eto a la chance de regarder Public Sénat et puis la chaîne parlementaire. Ah bah écoutez, Voilà, exactement. donc, débat de fond. Ouais, oui, bah on essaye. Peut-être que vous Voilà, allez vous être parlez. entendu et que jeudi, enfin, ils vont en parler lors de leur débat, oui. Bah écoutez, mais on en parle déjà. Il y a- C'est vrai que les thématiques qui sont reprises et qui sont dans l'inquiétude aujourd'hui des Français, c'est la sécurité. Vous pouvez pas le nier. On peut pas dire que les Français ne sont pas inquiets de la sécurité. Oui, mais on ne peut pas parler que de ça, encore Ah une bah fois. vous avez raison. Et puis, mais de toute manière, ça sera pas. À un certain moment, il y aura des débats contre débats, idées contre idées. Mhm. Et on attendra la gauche au tournant et on verra ce que la gauche va nous proposer. Ah, mais moi, je suis demandeur. Je veux savoir ce que propose la droite à ce pays. Bah écoutez. Apparemment, il propose un allongement de la durée de temps de travail jusqu'à 70 ans et une réforme du RSI. Pour l'instant, c'est ce que j'ai entendu. Oui, enfin bon, la retraite à 65 ans. Ouais, ça c'est Bruno Le Maire. Alors ils sont 7 candidats. Ils sont Ouais, 7 voilà, candidats, donc exactement. chacun y va. Chaque de son la, écurie. je supprime on est- l'ENA, je supprime voilà, le RSI, voilà, je supprime, voilà, je supprime, exactement. je supprime. Bon, Voilà. on verra ce qui va C'est être des- important, c'est quand on Non, il y a aura un plus que deux, programme quand on économique. aura Je plus peux que pas vous deux. laisser dire ça. Et à mon avis, il y a quand même de fortes chances que ce ce soit soit Alain Nicolas Juppé. Sarkozy et Alain Juppé. Donc Exactement. après, les 5 autres, je pense, se rallieront. Enfin, je veux dire, ils ont écrit des livres quand En même. espérant peut-être un Ah, Marocain. bah, des pavés, même. Je crois Eh ben, que des celui pavés. de Le Maire, il fait 1000 pages, non? Mais vous voyez, donc ça démontre bien que quand même il a parlé d'économie, il a pas fait 1000 pages sur la sécurité. La dernière émission qu'il y a eu, je veux pas citer les chaînes à votre antenne, mais Non, les bah, dernières- pas de problème, Malik, sur hein, France nous, 2, il y a eu Alain Juppé qui a parlé de l'économie. On a eu Nicolas Sarkozy qui a parlé aussi de l'économie, qui a fait des propositions très fortes devant François Langlais, même, je me souviens très bien. Donc vous pouvez pas dire. Alors moi je sais pas quel téléviseur vous avez ou du moins quelle chaîne vous avez, mais moi je vous invite à quitter BFM et iTélé, puis passer peut-être sur France 2, et vous verrez que tous les jeudis il y a des candidats qui se présentent de droite et comme de gauche par exemple, parce qu'il y a eu aussi Arnaud Montebourg. J'ai vu Arnaud Montebourg l'autre Voilà, soir. eh ben vous voyez, eh ben avant il y a eu Nicolas Sarkozy, puis il y a eu Alain Juppé, et ils ont fait des propositions très précises sur l'économie. Donc moi je suis d'accord que les thématiques de droite s'orientent un peu plus vers la sécurité et ainsi de suite, mais il y a des propositions sur l'emploi. J'imagine bien, quand même. Alors, on continue encore sur le discours donc de Nicolas Sarkozy au Zénith. Hein, donc, alors il veut supprimer le regroupement familial. Vous voyez, donc là on est dans le domaine social. Donc voilà, parce qu'en gros, on se rend compte que l'immigration en France est un échec. Donc supprimer le regroupement familial, est-ce que c'est plutôt une bonne chose, mauvaise chose, Malik Eto? Non, je pense pas qu'il faut supprimer le regroupement familial. Je pense qu'il faut. Puis je crois que le regroupement familial, ça touche 20 000 personnes. Si Oui, voilà, à peu près, c'est encore Je un dis chiffre. pas que c'est un chiffre- anecdotique. C'est un mais chiffre enfin, dérisoire. pas- Enfin, oui, je veux voilà, dire, oui. c'est pas avec ça qu'on va. Non, mais gérer. 20 000 personnes, 2 ou 3 générations plus tard, ça fait pas 20 000 personnes, ça Non, fait, mais- ça fait un peu plus. Mais si vous pensez un seul Si on est instant sur la que- moyenne de que 2 ce- enfants par couple. Non, mais je pense qu'il faut revoir le regroupement familial. Je pense qu'il faut. Mais le Bah, les conditions sont déjà quand même assez assez dures. Ouais, assez strictes. Il y a Non, des mais- conditions de logement, il y a des conditions d'emploi, il y a des conditions de ressources. Donc, Mais ils veulent les durcir. il suffit pas simplement de demander le regroupement familial pour l'avoir. Donc, Bien sûr. les conditions sont déjà assez dures. Alors, qu'on ne vienne pas dire non plus que le regroupement familial, c'est la porte ouverte à une déferlante d'immigration. Là non plus, On parle, c'est 20 000 personnes. oui, c'est 20 000 personnes. C'est Non, pour parce ça que, que, c'est pour ça que j'ai à la cité base, le c'est une chiffre. immigration qui est contrôlée, puisque à fait, on est oui, bien déjà, sûr, qui est légale. c'est pas une contrôlé, immigration ouais. non incontrôlée. Alors c'est quoi? C'est une convention internationale, c'est ça le regroupement familial? C'est-à-dire que la France l'ayant signé. Oui, il y a en une- plus, Oui, oui. c'est ça, c'est une convention Oui, en plus, internationale. On a l'impression que c'est En plus, la France c'est est un fait, obligée. c'est un fait généreux. La France est obligée par ses engagements internationaux, donc supprimer le regroupement familial, là encore, ça fait partie de toutes ces choses qu'on lance en l'air au moment des élections, tout en sachant parfaitement que ça ne pourra pas être fait de toute façon, mais ça fait plaisir à certains qui écoutent ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'au travers de ces conventions, la France sera obligée de respecter ces conventions parce qu'elle les C'est a comme signées, ratifiées. Là, je parle pas de la droite, hein, Ouais, mais c'est comme le rétablissement de la peine de mort, c'est comme la suppression du mariage pour tous. On l'annonce parce qu'il y en a qui ont envie de l'entendre, mais on sait très bien que ça ne se fera pas. Voilà, donc mais là, Ça, je parle pas de- ça ne se fait pas, sauf si on décide de faire. sortir des Ah bah. traités Ah internationaux, oui, la France notamment peut- celui de la CEDH. Si la je me France trompe peut pas. décider d'aller vivre tout seul de son côté, mais enfin, je Non, ne ne pense dites pas ça, forcément, parce caricaturez qu'il y a pas des- les il y a propos des non pays, plus. il y a des pays qui n'adhèrent pas forcément, mais à certains traités internationaux, mais on compose quand même avec. Je sais pas, Que maître, la- vous êtes la un spécialiste France- du droit, donc que la France renonce à des engagements internationaux, des engagements qui sont
pratiquement le fondement même de ce qu'est la France, ça m'étonnerait quand même. Parce que moi, en fait, c'est ça que je comprends pas, c'est qu'on a l'impression qu'on est, On peut rien faire. qu'on est bloqué, quoi. C'est un traité, c'est irréversible, on peut pas revenir en arrière. Il faudrait écouter Marie-France Garot, hein. Faut l'écouter, elle le dit très clairement aujourd'hui, au fait. Et c'est ce qui énerve les électeurs. En fait, c'est ça que les politiques. La France a perdu sa souveraineté. Est-ce qu'on peut être d'accord sur la France qui a perdu une grosse partie de sa souveraineté? Elle ne bat plus monnaie. Je ne dis pas. C'est plus une nation, elle bat plus sa monnaie. Je vais pas dire elle bat plus monnaie. Que la France, la majorité des lois viennent de l'Europe. On peut dire que la France peut-être a perdu une partie de son aura, mais certainement pas de sa souveraineté. Et pourtant, plus de 60% des lois viennent de l'Europe. Les traités internationaux sont. Les traités internationaux, ils viennent de l'Europe, mais ils sont votés également par les représentants français au sein de ces institutions. Dans la hiérarchie des normes, il y a la réalité, et il y a le sentiment. Vous voyez, les Français, eux, comme vous venez d'indiquer tout à l'heure, sentent qu'ils ont perdu la souveraineté nationale. Et c'est un vrai débat. C'est comme la sécurité, c'est un sentiment. C'est un sentiment d'insécurité. Et si vous voulez pas lutter contre le sentiment et laisser croire et dire, bah écoutez, ça sera comme ça, puis on peut rien faire. Ah bah écoutez, non, mais il faut mieux arrêter tout de suite. Il faut leur expliquer. Ils sont pas assez grands pour comprendre. Mais attendez, 2 minutes. On peut pas faire de la pédagogie. C'est pas des enfants, les Français. Ils sont comme vous et moi. Ils regardent les informations. Non, tous les Français ne sont pas forcément des juristes. Tous les Français ne connaissent pas forcément les mécanismes des traités internationaux. Et leur expliquer, c'est pas les prendre pour des imbéciles. C'est au contraire les amener à une compréhension plutôt que de leur dire n'importe quoi. Est-ce que les règlements européens sont supérieurs aux lois françaises? Ah, tout à fait, oui. Voilà. Donc la France a perdu sa souveraineté. Mais encore une fois, c'est un état de fait. C'est pas comme ça. À mon avis, en tout cas, qu'il faut raisonner. On a l'impression qu'un traité, ça vient de je ne sais où et que c'est imposé. Non, on dit pas ça. Les traités, ils sont décidés par un ensemble de nations. Donc, la France aussi participe à l'élaboration de ces traités. Elle peut ne pas être d'accord, elle peut être d'accord. Il y a la loi de la majorité. À partir du moment où on est dans un groupe, soit on fait ce qu'on veut et on quitte ce groupe, soit on est dans ce groupe et on respecte la loi de la majorité. Je crois que ce sera le cas d'ailleurs. Mais si la majorité d'un État ne veut pas de droite, ceux ou celles qui ne seront pas finalistes, eh bien, ils se retireront tout simplement. Non, mais c'est le peuple qui est souverain ou c'est les traités internationaux? Parce que ce que vous dites n'est pas très exact, parce que quand les Français ont voté non au traité européen, on n'a pas respecté. Traité de Lisbonne, ouais. Traité de Lisbonne, on l'a pas respecté. Donc ne dites pas. On a fait un autre. Alors ne dites pas. Ne dites pas Sarkozy. Mais on peut toujours. Mais n'allez pas. Non, mais ce que je veux dire. C'est la réelle politique, Malik. C'est la réelle politique. C'était qu'un moment. Vous pouvez pas dire à certains moments que le peuple a le dernier mot, parce que quand le peuple dit non, on dit oui. Et ça, les Français en ont marre. Voilà, c'est simple. Et pas que les Français, les Européens en général même. Je pense qu'on a vu l'Angleterre, on a vu le Brexit. On peut également décider de sortir de l'Europe. On peut faire comme les Anglais. Maintenant, ils savent plus où ils. Non, on peut décider d'une autre Europe. Non, on peut décider d'une autre Europe, un peu plus sociale et moins économique, avec des nouveaux traités plus humains. Les traités, voilà, ils sont votés, ils ne sont pas. Parce que là, c'est une Europe économique en fait. Alors revenons à l'origine de l'Europe. L'Europe, c'est elle est d'abord économique. C'est le charbon d'acier. Mais bougez mais il va falloir qu'on rediscute. De l'Europe. Elle n'est pas figée. Il y aura d'autres traités qui seront votés dans les années à venir. L'Europe, c'est pas quelque chose de figé. Je vous ramène. À 6, on est arrivé à 27, donc c'est pas figé. Donc ça peut aller aussi en diminuant et ça commence déjà avec l'Angleterre. Oui. On revient sur le regroupement familial. Alors aujourd'hui, si jamais on décide de le supprimer, c'est qu'on peut considérer aujourd'hui que le regroupement familial a été un échec. Et quand je parle d'échec, je mets un peu dans le panier, j'en fais partie. Non mais quand vous parlez d'échec, non, je veux dire, ça a été un échec avant de passer sans aucune transition au drame de Viry-Châtillon. Non mais le lien, franchement, le lien entre le regroupement familial et les drames de Viry-Châtillon, je suis désolé, c'est un peu court quand même, non, parce que on va faire sous-entendre que ceux qui ont fait ça sont des gens du regroupement familial. Peut-être issu du regroupement familial, Malik et tout. Peut-être. Alors, vous voyez, le peut-être a du sens. Moi, ce que je veux dire par là, c'est que non, le regroupement familial, il va falloir y réfléchir. Voilà. Et puis l'intégration, parce que c'est la question qui. C'est surtout la politique d'intégration qui est responsable. L'intégration, c'est la deuxième question qui suit. Évidemment qu'elle a échoué. On peut pas dire le contraire. Si vous venez me dire que tout va bien dans ce pays et que les Français ne sont pas inquiets. La politique d'intégration a échoué. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Elle a échoué pour une certaine catégorie de population. Elle n'a pas échoué pour toutes et pour tous. Je veux dire, la politique d'intégration, si on revient juste au siècle dernier, je remonte pas
plus en arrière. Monsieur Bougema, les Italiens, les Polonais. On en a déjà Non, mais- discuté. Ça a marché. On en a déjà Ça a discuté. marché avec les Vietnamiens, parce que tout à l'heure, Éric Pélisson nous parlait des bonnes époques. Ça a marché. Donc, je veux dire que ça marche pas avec certaines catégories. Évidemment qu'on peut toujours présenter ça d'une façon, ça a marché. D'une façon honnête et réelle. Hein. Bien sûr. Non, mais d'expliquer, de dire qu'il y en a un qui a un Afghan qui est arrivé, qui a ouvert une entreprise, c'est peut-être un parmi 100. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je veux bien croire au conte de fées. Moi, je veux parler des Afghans. Je vais parler des. Non, mais de tout à l'heure, l'exemple qui a été donné par. Oui, non, mais par un exemple. Mais on a toujours un exemple. Mais c'est ce que je vais vous expliquer. À un certain moment, il va falloir se poser la question. La France aujourd'hui a aussi un problème d'identité. Qu'est-ce qu'être français? C'est une question qui s'est posée très mal sous Nicolas Sarkozy, mais qu'il va falloir aussi y répondre. Qu'est-ce que vous reposez. Qu'est-ce qu'est la culture française? Est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer à être? Est-ce que la France est multiculturelle? C'est une question aussi. Voilà. Peut-être que vous pensez que la France est multiculturelle. Peut-être d'autres pensent que la France a une seule culture et qu'il va falloir aussi s'associer à cette culture. Moi, je suis de ceux qui croient que la France est multiculturelle, mais doit s'attacher à de la culture française. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que moi je dirais elle est multi-ethnique, mais elle a une seule culture. Elle est multiculturelle, mais elle s'attache à une culture. Bah oui, moi je dirais qu'elle est multi-ethnique, mais elle est il y a une seule culture. La France est multiculturelle. Vous pouvez pas le dire le contraire. Mais c'est quoi la culture française? Parce qu'à un moment, on nous a parlé de nos ancêtres le gaulois. Alors, la culture française, cette question est quand même assez. Non, mais c'est quoi exactement? La culture française, c'est les valeurs de la République, monsieur Bougema. C'est la laïcité, c'est tout le socle, c'est la Déclaration des droits de l'homme. C'est ça la culture française. Ça, ce sont les principes. La culture, c'est important. Non, mais ça fait partie de l'histoire de France. Oui, mais la culture, il y a l'histoire, il y a le droit, il y a la musique, il y a la nourriture, il y a les légumes. De toute façon, la France, c'est plusieurs régions. Et voilà, un agglomérat de régions. La culture alsacienne n'est pas tout à fait la même que la culture niçoise. Et bretonne. Donc la culture française est hétérogène. Oui, bien sûr. Il y a des différences culturelles, même au sein de la France. Vous pouvez pas l'enlever d'un seul. Parce qu'on parle de l'Alsace et de la Bretagne, on oublie les dom-toms. Je veux dire, la Martinique, la Guadeloupe, c'est aussi la France. Je ne voulais pas faire de pub, c'est pour ça que j'ai parlé d'autres régions. Non, mais on peut parler, mais il faut. Donc c'est-à-dire que Nadine Morano, quand elle fait sa sortie en disant de rage dangereux, je veux dire, elle est complètement à côté de la plaque. On est d'accord au moins. Complètement à côté de la plaque, oui, mais évidemment. C'est une évidence. La France n'est pas regardée autour de soi. C'est un fait. Ouais, la France n'est pas de race blanche. Là-dessus, on est d'accord. Et pas forcément catholique. De son histoire, vous voulez dire, ou actuellement? Quand je vais à l'île de la Réunion, quand on va à Mayotte aujourd'hui. La France actuelle n'est pas catholique. Comme la France actuelle est laïque. Elle a été catholique pendant 13 siècles. Voilà. C'est laïque. Voilà. C'est la réponse qui me convient. Merci, maître. Non, mais la France est laïque. Mais il va falloir aussi qu'à un certain moment quand je vous dis que la France est multiculturelle, c'est une réalité. Vous voulez que je vous explique ce qu'est la France est multiculturelle? Vous voulez qu'on aille aujourd'hui dans le 20e ou dans d'autres Ouais, mais le 20e n'est pas la France, hein. Mais le 20e est une partie de la France quand même, vous pouvez pas le nier. 20e arrondissement de Paris. Oui, 20e arrondissement. Ah ouais, vous l'avez compris. Alors oui, j'ai même pas besoin de terminer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir qu'on arrive à mettre en place un socle. Que chacun ait sa culture. C'est pas dérangeant. Ça fait partie de l'histoire de chacun. Bon, regardez, moi j'ai des origines, mes parents sont d'Algérie. Je peux pas nier que j'ai des origines algériennes, je peux pas nier que j'ai une culture qui m'a été enseignée aussi par mes parents, mais j'ai une culture française aussi qui m'a été enseignée. Et je suis d'abord attaché à ma culture française, mais je vis avec ma culture algérienne. Et si on vous la refuse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on vous la refuse simplement, on dit non, Malik, il y a tout, ok, origine algérienne, très bien, mais non, aujourd'hui on voudrait que tu sois français. Non, mais on peut pas me demander à part entière. On peut pas. Mais je suis français à part entière. C'est une bonne question, ça. Oui, voilà. Je peux être français à part entière, tout en ayant des origines. Et voilà. Bah, vous voyez, pour une fois, on est d'accord. On est d'accord. On peut être français tout en ayant des origines. Et en ne reniant pas ses origines. Alors les problèmes d'intégration, c'est plutôt dans la tête alors. Non, mais il y a un fait. Non, mais les problèmes d'intégration, il y a aussi. Aujourd'hui, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a un refus. Vous pouvez pas dire certaines catégories de la population française qui dit non, Malik Itou, je suis désolé. Il y a des revendications. Il y a une différence entre vous et moi. Bon, alors mais il y a des discriminations évidemment, mais bon, attendez, on doit aussi lutter contre le racisme. Et vous ne le serez jamais. Pour français comme moi je l'entends. Bah, bien sûr que si, je suis français. Qu'est-ce que c'est que cette question? Non, mais aujourd'hui, on parle des discriminations, mais ce que je veux dire par là, c'est pourquoi il y a ce blocage, Mais parce qu'il y a un sentiment. Écoutez, il y a un sentiment. Voilà. Pourquoi il y a ce blocage? Mais ça a toujours existé. Les Italiens ont été reçus de la même façon que les Polonais, et ils se sont intégrés. Aussi. Là, il y a une différence quand même parce que il y a un fait religieux qui vient s'intégrer à tout ça. Et un fait communautaire. Très bien. Alors, j'oppose l'exemple des Vietnamiens. Moi, non, mais les Vietnamiens, eux, sont pas catholiques. Oui, mais ils sont pas intégrés quelque part.
Parce que, dans le sens, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Les discriminations à l'emploi, oui, mais justement, les discriminations au logement. Alors, moi, je vais vous dire, je suis pas d'accord. Mon sentiment. Je laisse Franck terminer, mais après. Je vais vous dire mon sentiment. C'est-à-dire qu'on reproche à certaines populations de ne pas s'intégrer. Et à d'autres, on dit qu'ils sont intégrés. Mais allez faire un tour dans le 13e arrondissement de Paris, quelque part, moi, je vois pas d'intégration. Je vois que des gens qui vivent ensemble, ils sont tous pareils. À partir du moment où des communautés sont regroupées et vivent en vase clos, on peut pas parler d'intégration. Et là, il n'y a pas d'intégration. Donc alors, c'est Jean-Pierre Chevènement qui a raison quand il parle de discrétion. Non, mais c'est un terme. Non, parce que c'est un terme. Ça, c'est vous qui le dites. Parce qu'il y a une criminalité. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, dans discrétion, il y a disparition. Voilà. Dans intégration, des fois, il y a désintégration. Donc, c'est pas le sujet. Le sujet est de dire qu'il faut qu'il y ait un socle commun. Voilà, ce socle, ce sont les valeurs de la France. Et c'est pour ça que moi, je ne rentre pas dans les histoires de le terroir de Nice, où on mange de la soca, ou l'Alsace, et ainsi de suite, ou la saucisse de Strasbourg. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les valeurs de la République. Donc, d'une part, toutes les revendications communautaires aujourd'hui qui sont flagrantes. Dans des écoles, des repas de substitution qui sont demandés, par exemple des horaires décalés, et plein d'autres choses. Ces revendications inquiètent les Français. Il faut y répondre par le droit, simplement. Ce que c'est la laïcité. Il va falloir qu'on rediscute de la vision de la laïcité. Le droit et la discrétion? Non, je vais enlever la discrétion. Le droit non, la discrétion. Pourquoi la discrétion? Oui, personne n'a rasé les murs. Exactement. C'est quand même une proposition qui est faite par un éminent politique, Jean-Pierre Chevènement. Mais je crois pas qu'il a voulu le dire comme ça. En siècle passé. En plus, il est de gauche. Mais non, elle était facile celle-là. Tout le monde n'en est pas certain. Non, mais et souverainiste en plus. Voilà. Elle était facile celle-là. Non, mais la discrétion. La façon avec laquelle elle a été. Non, ma question, c'est est-ce que c'est pas la solution, la discrétion, en plus du respect des valeurs du socle républicain. À partir du moment où on respecte les lois de la République, pourquoi on serait obligé d'être discret? Pourquoi on serait obligé de se cacher? Oui, voilà. Il n'y a pas de raison. Peut-être parce que certains citoyens ont peur. Ah, mais c'est pas parce que les gens ont peur qu'on doit se cacher, au contraire. Parce que la discrétion, c'est quoi? C'est de dire aux musulmans, par exemple, parce que c'était le sujet, c'était sur l'islam. C'est de dire aux musulmans, aux femmes d'arrêter de porter le voile, et à certains de ne pas mettre la djellaba. Ça, c'est ça la discrétion? Je pense que c'est ce qu'entendait Jean-Pierre Chevènement. Alors, moi, pour être très clair, sur la djellaba ou sur des tenues qui sont aujourd'hui vestimentaires, qui sont aujourd'hui aussi une revendication identitaire. Parce que ils ont pas coupé le lien, du moins certains, entre la religion et l'origine. Et on leur a pas fait une place. On leur a pas fait. On leur a pas fait une place peut-être. Hein. C'est pas que j'ai pas coupé le lien, c'est que on leur a fait la place nécessaire. On leur a pas fait une place nécessaire aussi. Ça fait partie de la problématique. Mais il va falloir aussi, un certain moment, que l'État, et moi je crois aux institutions, aussi bien dans l'école que dans d'autres, joue son rôle. Ça veut dire qu'on ne peut plus laisser des écoles dans certains quartiers en totalement défavorisées face à d'autres écoles. Voilà. Ah, mais il faut se méfier quand même de toutes ces interdictions. On commence par interdire le foulard, mais il y en a toujours qui voudront. Moi, je suis contre. Non, je parlais pas de vous spécialement, mais il y en a toujours qui voudront aller plus loin. Bientôt, on interdira également de parler telle ou telle langue étrangère dans un lieu public. Dans une école. D'écouter telle ou telle musique dans sa voiture et ainsi de suite. Jusqu'au droit d'exister. L'imagination peut-être sans borne. Jusqu'au droit d'exister. Sur le territoire. Il faut se méfier de ces interdictions que l'on jette comme ça, oui. Moi, j'ai l'impression, en fait, que l'islam, elle est en train de subir de plein fouet ce que les catholiques ont subi en 1905. C'est une revendication laïcarde. Et je pense même que, enfin après, c'est mon point de vue, hein, mais et puis je peux le remettre en question dans quelques jours parce que je suis jamais vraiment sûr de ce que je pense. Mais là, quand même, je pense que la laïcité, j'ai l'impression qu'elle est à l'origine des problèmes en France, parce que la laïcité, elle a petit à petit pris du terrain dans une forme de elle est pas tolérante, la laïcité, parce que à la base un musulman, enfin je sais pas, mais j'ai pas l'impression qu'en 1905, même 1920, 1930, il y avait autant de problèmes que ça avec les religions, avec des histoires de foulards. C'était très violent. Non, c'était très violent. Oui, la loi de 1905, c'était d'abord la séparation de l'Église et de l'État. Oui, d'accord, mais ça a été très violent. Mais des églises. On parlait tout à l'heure d'histoire d'intégration. Et aujourd'hui, les Français, je crois, enfin j'ai l'impression que aussi parler de l'échec de l'intégration. De l'échec de l'intégration. Voilà, au point qu'aujourd'hui, un potentiel président de la République souhaite la supprimer. Voilà, non, mais pour pouvoir intégrer, vous savez, pour pouvoir intégrer, il faut avoir. Ça veut dire faire rentrer chez soi, d'accord? Si chez vous c'est moche et ça donne pas envie d'y aller et il y a rien d'intéressant, on vous propose rien, on n'a pas envie de s'intégrer. Donc, quand la France elle a pas d'âme, quelque part elle a plus d'âme puisqu'elle a plus de religion.
enfin, excusez-moi de parler comme ça, mais elle a plus d'âme, elle a plus d'identité, mais vous voulez intégrer à quoi? On n'a plus d'identité en France. Il y a des identités. Je vois pas en quoi la loi de 1905 et en quoi le fait que la France soit laïque. Parce que la laïcité, peut-être que c'est une bonne idée. L'explication à ce problème. Bah si, mais c'est une bonne idée, mais sauf que la façon dont la laïcité s'est instaurée en France, c'est devenu une religion intolérante. Et au même titre que les fanatiques dans l'islam, dans la chrétienté, le judaïsme et X ou Y religion. Enfin, ça c'est mon point de vue. Il y a des fanatiques laïcards, c'est ça? Oui, ouais, pour moi, oui, je pense, oui. Je pense. On va d'autres choses à ajouter sur le discours de Nicolas Sarkozy au Zénith. Oh, moi, vous y avez participé? Quelqu'un y participe? Non, j'ai ça. Non, Malik, vous savez très bien Maître que Durimel, non? Je n'y étais pas. Vous avez fait autre chose dimanche après-midi? On a hâte que ça se termine, quoi. Voilà, vous avez fait autre chose? Je n'y étais pas. Je suis plus pour l'identité heureuse, voilà. Alors, ça, je suis précis. Ah bon, je pensais que c'était plus pour NKM, mais non, bon. mais sur ce coup-là. J'ai remarqué simplement qu'il y avait j'ai vu à la télé simplement, parce que je regarde quand même ces choses-là à la télé, qu'il y avait beaucoup moins de projecteurs et que ça avait l'air beaucoup moins fastueux que ces dernières années. Est-ce que l'affaire Big Malion serait passée par là? Je ne sais pas, mais ça avait l'air beaucoup moins fastueux. Voilà, donc ça avait l'air d'être plus sobre. Bon, voilà, chacun plus son sobre, affaire, Big Malion, les autres Cahuzac, et puis voilà, que tout le monde sera content. Non, on parlait des fastes. Oui, c'est vrai. Pronostic, Malik et tout, pour clore sur le sortie de la primaire de la droite et du centre? Allez, premier choix, c'est le choix du cœur. Le choix du cœur, Nathalie. Voilà. Merci de me laisser ce choix. Merci de me laisser ce choix parce que vous m'avez mis et le choix de la raison. Moi, je pense que ce sera Juppé. Ça sera Juppé. Bah, écoutez, moi, je pense que Franck, pour moi, ce sera Juppé. Alors, j'aimerais bien aller voter, même si, il faut signer une charte, enfin je sais pas en fait. Ils vont nous ficher. Républicains, voilà, ça fait mal. Dur, hein. Ils vont et puis surtout j'ai pas envie d'être fiché. Enfin voilà, c'est ça. Mais bon, je pense que fiché LR. Voilà. Oh bah fiché chez les Républicains, ça peut être après des belles opportunités d'emploi et de carrière. Oui, éventuellement, mais bon, c'est non, pas trop c'est pas trop mon truc moi, voilà, j'ai ma liberté politique. Extérieur à tout ça, mais je vais pas me dérober quand même, je pense que le moins pire c'est Juppé. Le moins pire, c'est Juppé. Bon, bah, très bien. Donc, on enregistre, on est en direct. Donc, on se réécoutera à la bande. La dernière fois, on a entendu Frédéric Poisson. Je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, il a disparu, non? Non, on n'en entend pas parler, moi, Frédéric Poisson, mais je l'entends. Pourtant, la dernière fois. Non, mais lui, quand on l'entend en interview, il sait que sa candidature, c'est une candidature de témoignage. Il n'a pas besoin d'aller chercher, on aurait aimé l'entendre un petit peu, parce que. Ah bon, on l'entendra le 13. jeudi. Ouais, le 13. On l'entendra jeudi, voilà. Donc on l'entendra, mais bon, c'est plus pour faire pour pencher le balancier. Voilà, Poisson est muet comme une carpe pour l'instant. Voilà, ça sera oh le petit jeu de mots. Elle était préparée celle-là. Je ne savais pas qu'on allait parler de lui, je l'avais oublié. Bon, voilà, donc bon, ce sera le mot le mot de conclusion sur le sujet. Avant de parler, on parlera de du drame de Viry-Châtillon en deuxième partie. On va juste clore parce que tout à l'heure, Malik, tu as commencé à nous parler de ces écoles, de ces écoles ZEP, oui, où a priori il y a une rupture républicaine, en tout cas sur l'enseignement qui est donné, les possibilités qu'ont les enfants de pouvoir accéder à ce fameux ascenseur social. Donc d'ailleurs, qui a été évoqué par Nicolas Sarkozy, il est cassé, il est bon que pour les élites, du moins. Est-ce que c'est une bonne solution aujourd'hui de garder les enfants, les élèves jusqu'à 18 ans pour limiter le décrochage scolaire? Si vous me permettez, je vais quand même vous mettre un chiffre. Alors c'est une proposition sur Twitter ouais. de Najat Vallaud Belkacem, ministre de l'Éducation. Ça montre que la campagne est lancée, mais elle avait eu 5 ans pour le faire. 100 000 enfants sortent du système scolaire chaque année, sans formation. 110 000, ouais. C'est quand même un chiffre assez important. Vous comprenez, oui, chaque année. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir aussi revoir le système de l'éducation nationale. Vous avez parlé tout à l'heure de notation. La France, nos ZEP ne fonctionnent plus. Et peut-être que si nos ZEP ne fonctionnent plus, c'est qu'on n'arrive plus à intégrer ces enfants. Et c'est qu'on leur propose pas de solution. Moi, je suis pour l'orientation professionnelle. Dès le plus jeune âge, je vous parle dès le collège. Mais une véritable lien avec les entreprises. Ça veut dire que je n'accepte pas qu'on puisse... C'est déjà le cas. Au travers des CAP après la 5e, BEP après la 3e, c'est une orientation professionnelle. Je vous parle du collège. Oui, je parle du collège, là. Parce que CAP, c'est le lycée. Là. Non, CAP, non, c'est la 5e. Sauf si, Non, CAP, c'est le lycée. Non, c'est le BEP. CAP, c'est après la 3e. Ouais. Bah oui, donc c'est au lycée. C'est au lycée. Enfin, c'est pas au lycée. CAP, c'est la formation. CAP, BEP, c'est le lycée. Et bac professionnel.
Non, c'est bon, pas bon, professionnel. là, Oui. C'est avec un, c'est avec le un maître, certificat ouais. d'aptitude professionnelle, qui est le CAP, c'est après la 5e, et le brevet d'enseignement Non, professionnel. Non, après la non, après alors la- écoutez, non, je Quoi, je suis resté dans les années 80. Alors, Ah bah ouais, je vais essayer de vous rajeunir. Bon, alors je vais profiter de l'information, je vais profiter de la pause pour aller vérifier. Ouais, mais bon, non, allez, non, on continue. Mais continue. je vous en on sort du collège, Pas de rigueur. problème. On reprend on donne l'information à 19h02. Bougez D'accord. pas, le collège, c'est le socle commun, et donc 6e, 5e, 4e, 3e. À partir de la 5e, on peut s'orienter en professionnel, mais ce dont je parle. mais Non, mais on attendez. sort, alors soit on est en ce qu'on appelle en enseignement général de professionnel adapté, EGPA, SECPA, 4e et 3e, ou alors on sort du collège, on va en CAP, on a un maître de stage et on est dans un lycée avec des CAP. Donc c'est bien ce que je viens de dire. Donc l'orientation commence déjà dès le collège. Dès la 5e, on s'oriente vers le Vers une orientation professionnelle. mais voilà. c'est pas un CAP. Mais bon, Oui. pas Non, non, c'est pas grave. Bon, Alors vas-y, Voilà. Malik. Je restais très non, factuel, hein, mais ça a été très technique là. On a, C'était très technique, on on s'est a, perdu dans les on- CK, c'est pas là. pas, c'est ça. Bon, voilà. Non, le Pardon, CAP, mais- on peut aller ensuite suivre une orientation professionnelle à partir de la 3e. Donc CAP, BEP, et ensuite bac professionnel. Moi, ce que je dis, c'est qu'il va falloir dès la 3e, parce que les enfants quittent le collège et partent sans formation, sans emploi, et on les laisse dans la nature. Voilà, la difficulté elle est là. C'est comment on peut laisser 100 000 enfants, 110 000, voilà, si je veux être précis, sortir chaque année du système scolaire sans leur proposer une solution d'avenir. Donc en les gardant 2 ans de plus, c'est mieux. Mais je pense qu'en les Parce que gardant, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, donc d'ajouter 2 ans de il va, plus, il va c'est falloir, mieux. il va falloir aussi éclaircir cette histoire des 2 ans de plus, parce que si on les garde 2 ans de plus pour qu'ils restent dans les classes et rien faire, ça n'a aucun intérêt. Voire qui perturbe le reste de la Voir classe. qu'ils perturbent le reste de la classe, ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, si on les garde 2 ans de plus, pour leur faciliter l'accès à l'orientation, parce que l'orientation, vous savez, c'est très rapide. Enfin, moi, j'ai pas quitté l'école il y a aussi non plus, peut-être comme vous, monsieur, je veux pas. non, mais Au siècle dernier. au siècle dernier. C'est-à-dire que moi, je me souviens, comment dire, c'est pas des surveillants, c'est des éducateurs, ouais, des éducateurs d'orientation, et venez nous voir en 3e, ils nous expliquent qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie. Voilà. Mais fin de 3e, hein. C'est-à-dire que les fameux conseillers d'orientation. voilà, les conseillers d'orientation. Voilà, comme ça, je suis plus clair. Ils venaient vous voir fin de 3e, ils disent, alors, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Bah, je sais pas. Ah bah, écoutez, si tu sais pas, je vais peut-être t'orienter sur le BEP chaudonnerie. C'est bien la chaudonnerie, il y a de l'avenir. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Bon, en même temps, c'était peut-être de bons conseils, il n'y a pas de discrimination quand on s'appelle Malik à la chaudronnerie. C'était bien. Allez, on va marquer la pub, on continue tout de suite après cette pause. Merci. Bougez Mahadri sur Radio Soleil, Soleil Politique. Allez, de retour dans Soleil Politique en compagnie de Malik Yetou, conseiller municipal UMP à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, en compagnie aussi de maître Jean-Claude Durimel, avocat à la Cour, et de Franck Montfort, président de l'association Ensemble pour Maison Alfort dans le Val-de-Marne. Donc le Val-de-Marne est bien représenté ce soir dans Soleil Politique. Donc on était sur notre sujet de faut-il garder les élèves jusqu'à 18 ans pour limiter limiter le nombre de décrocheurs scolaires, hein, que je rappelle un chiffre, hein, qui est le chiffre du gouvernement. 110 000 personnes quittent le système scolaire sans diplôme. Voilà. Donc a priori, il y a eu une mesure, une bourse de 1 000 € par élève décrocheur inscrit dans un parcours de retour en formation a déjà été débloqué à la rentrée 2016. Voilà. Il s'agit d'aller plus loin. Donc est-ce que c'est une bonne solution, maître Durimel? Oh, j'ai pas volé au secours de Najat Vallaud-Belkacem, mais elle a dit ça sur Twitter, et faire tenir une politique en 140 caractères, il faut avoir vraiment le sens de la concision. Donc, on a retenu cette phrase. Moi, je suis pas d'accord. De toute façon, si des élèves doivent décrocher, ils décrochent à 13 ans, ils décrochent à 14 ans, ils pourront aussi bien décrocher entre 17 et 18 ans, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des élèves qui sont physiquement dans la salle de classe, mais qui pourtant mentalement ont déjà décroché depuis longtemps, donc on peut décrocher également tout en étant présent physiquement. Donc je pense que ce qui est important, effectivement, ce sont les moyens qui sont mis à la disposition, et c'était une des priorités, je crois, du président actuel, de mettre 60 000 postes en 5 ans dans l'éducation nationale. Je pense véritablement que c'est une question de moyens, et que ces élèves qui décrochent, pour la plupart d'entre eux, ils décrochent tout simplement parce qu'ils sont dépassés par le système, parce que les structures ne leur conviennent pas, parce que ils ont besoin d'un encadrement peut-être un peu plus restreint, des petits groupes plutôt que des salles de 33 ou 34. Dans une salle de 33 ou 34, nécessairement au fond de la salle, il y en a 2 ou 3 qui ont l'air d'être là, mais qui ont décroché depuis longtemps. Donc la solution, ce n'est pas l'âge de garder entre 2 ans plus. Oui, voilà, l'âge auquel la scolarité finit d'être obligatoire. Tout dépend Parce qu'en fait, quand on est déjà à 16 ans, est-ce que c'est pas déjà trop tard depuis fort longtemps?
Est-ce que c'est pas déjà trop tard depuis 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans? Est-ce que tous décident pas déjà à l'école primaire? Mais bien sûr que c'est déjà trop tard. Et puis surtout, je reviens là-dessus, je suis d'accord avec Maître, c'est les moyens qui sont donnés aux enseignants. Mais ce chiffre est quand même consternant. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il va falloir aussi qu'on se pose la question sur l'enseignement et la façon dans laquelle on arrive à garder nos enfants à l'école. 110 000 enfants qui quittent le système scolaire chaque année, c'est quand même un chiffre. Et là, on est bien sur les quartiers prioritaires, sur les bien zones d'éducation prioritaires, Bien donc sûr. avec des populations plutôt d'origine immigrée. Je sais pas. J'ai du mal, moi, toujours à faire des raccourcis comme ça. Non, mais parce que ça touche tout le monde. Aujourd'hui, la majorité des ZEP sont dans ces quartiers-là. Bien sûr. Donc, Parce que alors, c'est les zones d'éducation prioritaire. Il y en a peut-être dans le secteur rural. Oui. Peut-être. Aussi. On peut dire aussi que la majorité sont dans ces quartiers-là. La majorité sont dans ces quartiers-là. J'ai pas le chiffre exact. Je pourrais pas affirmer quelque chose que je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est que les enseignants il doit y avoir aussi une remise en cause aussi peut-être de l'enseignement. Et des parents? Est-ce que les parents, tout à l'heure, Eric nous parlait de la culture de la réussite chez les Vietnamiens. Est-ce qu'elle existe L'éducation nationale, c'est l'éducation nationale. Voilà, c'est là pour éduquer la nation. Donc les parents, évidemment. Moi, je pensais plus à l'instruction, mais bon. Les Moi, parents... je pensais que l'éducation c'était les parents, l'instruction c'était l'école, mais bon. Bah écoutez, ça a peut-être changé, mais comme le CAP tout à l'heure, vous êtes pas revenu, mais hein, vous savez que j'ai raison. Mais là, il y a un enjeu. Imaginez que dans n'importe quel ministère, on annoncerait ce chiffre-là. 110 000 chaque année, alors je sais pas moi, d'augmentation de délinquance ou de délinquants ou peu importe, on dirait ça serait la faute des policiers, ou ça serait la faute des juges, ou ça serait la faute d'autre chose. Là, les enseignants ont peut-être une part de responsabilité aussi. Ils vont vous dire que selon les syndicats, ils alertent aussi le ministère, mais ils refusent aussi des réformes. À chaque fois qu'il y a une réforme qui est proposée, ça met les enseignants dans la rue. Alors, il va falloir aussi que on arrive à trouver un consensus entre les enseignants et le ministère de l'Éducation nationale, parce que je crois qu'ils fonctionnent pas ensemble. Je crois que les enseignants sont indépendants, d'après ce que j'ai compris, dans leur méthode de boulot. Ah bah ils ont un programme quand même. Non, mais et il y a des directives qui sont données par l'Éducation nationale, ils sont pas comme ça. Mais oui, c'était un peu facile de taper sur les profs. Ouais. Enfin, c'est ça. Bon, si vous trouvez que c'est facile, allez expliquer. Voilà, de dire que c'est la faute des profs, alors que je vous ai pas dit que c'était simplement que la faute des profs. Je vous ai dit qu'il y avait un manque de moyens. Ça, vous l'avez oublié. Et j'ai commencé par un manque de moyens. Et pourtant, les écoles classées ZEP disposent de moyens au-dessus de la moyenne. Ah bon? Avec des classes, bah oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, il y a avec des enseignants qui touchent des primes, avec des classes réduites. Non, mais attendez, que les enseignants touchent des primes, c'est pas pour les élèves. Non, mais ça permet au moins d'attirer ou de maintenir des enseignants. Oui, dans des territoires difficiles. Mais moi, la dernière fois que j'ai visité, comment? On va parler tout à l'heure de la police. Oui. Mais l'idée, c'est aussi de capter. Moi la dernière fois que j'ai visité une école qui était en ZEP, je peux vous dire qu'elle a pas plus de moyens qu'une école qui n'est pas en ZEP. Je vous arrête tout de suite. Mais ça c'est la réglementation. Bon, pour après aller dans. Mais moi je peux vous expliquer. Je vais dans des écoles, dans des quartiers, ils sont en ZEP, mais je peux vous dire qu'ils ont pas plus de moyens que d'autres collèges. C'est totalement faux. Oui. Donc les enseignants, malheureusement, ils font avec les moyens qu'on. Mais c'est ce que je. Mais le premier point, c'est les moyens. Est-ce qu'on peut parler des enseignants? On a le droit ou pas dans ce pays? On peut se poser la question là, parce que dès qu'on touche à l'enseignant, tout de suite un levé de bouclier en disant surtout pas, ne touchez pas nos enseignants, nos merveilleux enseignants. Mais on est tous d'accord. On arrive à critiquer la police, on arrive à critiquer la police, on peut critiquer peut-être les enseignants. Je ne fais pas du corporatisme, je ne suis pas un petit peu quand même. Mais je dis simplement que les enseignants, pour la plupart d'entre eux, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Tout simplement. Alors écoutez, on a résumé la situation. Les enseignants font un travail merveilleux, ils sont pas en difficulté. Ça c'est vous qui le dites. Quelle solution de faire un travail alors merveilleux. Quelle solution? Moi je considère qu'aujourd'hui l'orientation professionnelle c'est très important. Et je crois qu'il faut mettre le paquet dessus. Les enfants qui c'est-à-dire l'orientation professionnelle concrètement. On a un élève qui est en difficulté. Bon, alors vous avez 100 mais exactement, on a un élève qui est en difficulté. Si on se rend compte que cet élève n'arrive toujours pas à se raccrocher au système scolaire, il faut avec les parents, avec les enseignants, trouver des solutions avec les entreprises et essayer de le rattacher le plus vite possible à un corps et essayer de lui faire découvrir autre chose. Il y a des enfants qui ont des difficultés il faut que l'enseignant s'implique plus que ce qui est indiqué dans sa lettre de mission. Mais moi je connais des enseignants. Voilà, donc je connais. Alors je vais vous dire, c'est dans les films. C'est totalement faux. Demander à un enseignant de faire plus que ce qu'on. Alors je vais vous faire plaisir. Moi je connais une enseignante et j'en suis sûr qu'elle m'écoute, qui passe son temps à aller
chez les parents, à aller rencontrer les parents, à travailler dans des quartiers difficiles, à essayer de trouver des solutions pour ces élèves. Non, mais attendez, c'est pas un film, hein. Elle est dans la réalité. Alors, si vous dites que c'est un film. C'est un sacerdoce, je veux dire. Mais c'est important. Non, mais c'est important. On peut pas demander à tout corps enseignant de s'investir le soir, de passer du temps, de s'impliquer. Vous savez. Puis quand ça se passe mal, d'être complètement impliqué. Non, mais je veux dire, c'est. Non, mais il va falloir. Parce que un le fait, bon, qu'on peut demander ça aux autres. Non, mais. Je pense qu'aussi, il faut. Mais c'est une bonne chose. Il faut valoriser également les travaux qui sont dits non intellectuels, les travaux manuels, puisque pendant un moment, la grande mode, c'était 80% d'une tranche d'âge, d'une génération, devait avoir le bac. Mais le bac, on est à 90%. Alors que dans des pays voisins qui réussissent pas mieux que nous, par exemple en Allemagne, au contraire, l'apprentissage est très prisé et ce n'est pas du tout méprisé comme ici en France. Donc il faut également revaloriser certaines professions qui sont tout aussi nobles que des professions intellectuelles et donner le goût à ces jeunes d'aller exercer ces professions plutôt que d'avoir un bac qui va ne leur servir absolument à rien et accumuler des connaissances qui ne leur serviront à rien alors qu'ils ont la possibilité également, s'ils le souhaitent, de faire de l'apprentissage et de déboucher immédiatement sur une profession qui leur permettra à la fois de vivre et de s'épanouir. Mais c'est vrai que les questions d'orientation, elles existent, Malik et tout, elles existent. Mais j'ai l'impression que c'est pas que ça. Et les enseignants, pour moi, je considère déjà qu'ils sont pas très bien payés eu égard à leur formation, hein, parce comme des formations de l'enseignement supérieur. Vous pensez que c'est le salaire qui va changer les choses? Bah, ça peut créer des vocations. Ah oui, mais on peut aussi avoir des gens qui viennent pour l'argent, Malik. Je suis vraiment désolé. Il y a beaucoup de gens. Non, mais attendez. Vous pensez que si on augmente le salaire des, non mais, moi c'est inquiétant. 3 fois moins qu'en Allemagne. Et comme par hasard, le système scolaire allemand fonctionne quand même beaucoup mieux que le système. Alors non, mais attendez. Là, vous êtes en train de m'expliquer. Moi, je veux juste essayer d'éclaircir vos pensées parce que sinon, vous êtes en train de me dire que si on augmentait des enseignants dès à présent, on aurait plus 110 000 enfants qui quitteraient le système scolaire chaque année. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ça veut dire que les enseignants travaillent à la carotte. Ça veut dire qu'il faut leur donner plus d'argent pour qu'on puisse avoir du résultat. Mais maintenant, ça veut dire les enseignants, là, il faut leur donner plus d'argent pour qu'on puisse avoir du résultat. Et alors, ça, c'est une loi est-ce criminel de rémunérer à la performance? Plus une personne est motivée, et l'une des motivations, ça peut être effectivement la rémunération, parce que la rémunération augmentée, c'est une reconnaissance de leur travail, tout simplement. Voilà. Donc, alors, ils travaillent pas, alors, si je conclus, ils travaillent moins. Parce qu'ils touchent moins. Pas du tout. Non, je dis que si d'accord. Bon, alors, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Davantage, et comme le disait Bougema, effectivement, s'ils étaient davantage payés, effectivement, ça attirerait davantage de talents vers ces professions qui sont désertées, effectivement. Les gens, ça ne les intéresse plus de devenir enseignants, vu les conditions de travail et vu le salaire également qui va avec. Et particulièrement en ZEP. On va marquer une pause et on va se retrouver tout de suite après. Bougema Adri sur Radio Soleil, Soleil Politique. Allez, de retour dans Soleil Politique pour la 3e et dernière partie de l'émission en compagnie de Malik Yetou, conseiller municipal UMP à Saint-Maurice, en compagnie de maître Jean-Claude Durimel, avocat à la Cour, et de Franck Montfort, président de l'association Ensemble pour Maison Alfort dans le Val-de-Marne. Après avoir parlé du discours de Nicolas Sarkozy à l'occasion de la primaire de la droite et du centre, d'avoir parlé de l'école obligatoire jusqu'à 18 ans, on arrive au sujet polémique du jour. Le drame qui s'est déroulé à Viry-Châtillon. Voilà, donc alors c'est quelque chose de plutôt sordide, d'autant plus qu'aujourd'hui, je sais pas si vous avez des nouvelles concernant le policier qui était blessé, je crois qu'il a été mis sous coma. Entre la vie et la mort. Voilà, tout à fait. Donc alors justement, je reprends mes petites fiches. Donc 4 policiers ont été blessés par des jets de projectiles incendiaires samedi dernier à Viry-Châtillon. 2 d'entre eux qui étaient à l'intérieur de leur véhicule y ont été bloqués par les auteurs de l'agression, une quinzaine d'individus. Et justement, donc le drame s'est déroulé à un carrefour très fréquenté qui sépare la cité de la Grande Borne d'un quartier résidentiel. Les policiers surveillaient une caméra de surveillance à cette intersection, là où le trafic de drogue et les vols sont récurrents. Cette caméra est vue comme un obstacle pour les délinquants qui l'ont visé à plusieurs reprises. Voilà, donc voilà un peu rapidement pour le résumé des faits. Donc c'est ça, il y a un policier qui entre la vie et la mort, un autre policier qui a été tabassé, et tout ça à l'aide de cocktails Molotov. Donc je sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire déjà, Malik et tout? Donc moi, vous savez, en plus votre ville est pas très loin, hein, c'est ça, Saint-Maurice, pas très loin de Viry-Châtillon, c'est dans le sud. Sud-est de Paris. 17 km. Moi, j'ai porté l'uniforme. Voilà, c'est pas une surprise. J'ai porté l'uniforme, j'ai été adjoint de sécurité au commissariat d'Ivry-sur-Seine, et ma première pensée déjà va aux familles de ces policiers et à ces policiers qui mènent tous les jours la lutte contre la délinquance, la lutte contre le terrorisme. Et moi, mon premier sentiment, c'est celui-ci, et mon deuxième, c'est la colère.
c'est que aujourd'hui, dans un état de droit comme la France, il est possible que des individus, allez, on va utiliser le mot des barbares, se jettent sur des véhicules de police, bloquent des fonctionnaires à l'intérieur du véhicule, jettent des cocktails Molotov pour tuer du policier. Je crois que ça doit... tout à l'heure, on parlait de thématiques de sécurité. Je crois que cela participe encore une fois à l'inquiétude des Français en matière de sécurité et que les fonctionnaires de police attendent des mesures fermes, aussi bien judiciaires et des moyens aussi pour lutter contre la délinquance. Le temps est grave quand même. Justement, alors les moyens de lutte contre les délinquances, ils existent. Aujourd'hui, on a un arsenal juridique qui est assez fort. On parle souvent du laxisme de la justice, mais si on a l'occasion d'aller au tribunal de Bobigny, les juges sont pas laxistes. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois. Ils sont pas du tout laxistes, maître Durimel. Non, la justice n'est pas laxiste. Elle passe après la justice une fois que les personnes ont été interpellées, évidemment. Mais ce qui vient d'être dit, évidemment, tout le monde le partage. C'est grave et c'est inquiétant de savoir que de tels événements puissent se produire ici en France. C'est grave et inquiétant de savoir que des délinquants peuvent considérer qu'il y a des territoires qui leur sont réservés, qui sont des territoires de non-droit et qu'ils voudraient même interdire ces territoires à la police. Ça, tout le monde le partage. Après, là aussi, c'est une question de moyens. On y revient toujours aux moyens. Les policiers qui interviennent dans ces zones-là, ils font là aussi ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. Là, il y avait 4 policiers qui étaient dans un véhicule et qui ont été agressés par 10, 20, je ne sais pas combien de personnes. Évidemment, ils étaient en situation de minorité et naturellement, ils n'avaient pas les moyens de se défendre, ils n'avaient que les moyens, peut-être, s'ils l'avaient pu, de se replier, et ce n'est pas une situation normale. Et c'est nécessaire, effectivement, que ces zones de non-droit, entre guillemets, puissent faire l'objet d'une reconquête et que ça devienne des zones où on peut, aussi bien pour les policiers, mais également pour la population, vivre au milieu de tout cela. Il semblerait, moi je ne connais pas ce secteur-là, mais j'ai entendu dire que c'est en quelque sorte un territoire qui est réservé au trafic de stupéfiants, que pour contrer ce trafic de stupéfiants, on a installé des caméras, et parce que ça gênait les trafiquants, eh bien ils ont essayé à plusieurs reprises de détruire ces caméras. On est obligé, j'ai vu des images, de mettre des blocs de ciment pour ne pas que l'on renverse les poteaux avec des voitures béliers. On a mis des policiers en station devant ces caméras justement pour qu'elles ne soient pas abîmées et ça n'a pas plu à ces messieurs. Voilà le résultat. Donc c'est tout à fait intolérable effectivement et il faut que la justice passe et qu'elle passe fermement. Justement alors Franck, est-ce que les politiques ils manquent pas un peu de courage parce qu'on se rend bien compte qu'à un moment ils n'osent pas y aller alors qu'on a la force pour pouvoir intervenir dans ces fameuses zones de non-droit ou c'est no-go zone, hein, pour utiliser un terme très américain. Ouais, voilà, tout à fait, mais qui veut bien dire ce qu'il veut dire. C'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'on n'a pas peur un peu de ce qui s'est déroulé en 2005 avec les émeutes à Clichy-sous-Bois-Montfermeil, ce qui s'est passé à Villiers-le-Bel, ce qui s'est passé il y a en Île-de-France même, voilà. dans les années 2000. En fait, en se disant, attention, si on y va, il faut accepter le risque politique de la bavure et de l'embrasement. Moi, ce qui est grave, encore une fois, le non-positionnement des politiques. Ce sont les fonctionnaires sur le terrain qui subissent directement les conséquences de l'inaction politique. Les manques de moyens, c'est pas nouveau. Viry-Châtillon, ce quartier est très connu. Il l'appelle le carrefour carrefour Far West. Il paraît que les gens se font détrousser. La police, on va dire, elle travaille avec de pauvres moyens. Alors que dans certains, je vais faire de la démagogie, enfin je sais pas, mais dans certains quartiers de Paris, on a 4 policiers par pâté de maison, et là ils sont 15 dans un commissariat pour une ville où il y a un taux de délinquance énorme, et ils sont en danger. Et tout à l'heure j'entendais le Premier ministre dire on va fournir des vêtements ignifugés aux policiers dans les véhicules. Et notamment, j'ai été estomaqué. Pourquoi ? Parce que avant de fournir des vêtements ignifugés, peut-être qu'il faudrait déjà mettre des policiers sur le terrain. Moi, j'entendais un policier qui disait comment on peut défendre les citoyens alors que nous-mêmes ils peuvent pas se défendre. Et c'est donc. Et ils ont. On va peut-être parler de la légitime défense au cours de ce débat. Mais il faut être clair, les policiers le disent, enfin du moins les syndicats, ils n'ont pas les moyens légaux pour lutter contre la délinquance. Vous imaginez quand même
que ces sauvageons, si je reprends les termes de Bernard Cazeneuve, du ministre de l'Intérieur, ont jeté des cocktails Molotov sur des fonctionnaires de police, ont bloqué le véhicule pour que ces fonctionnaires ne puissent sortir, et aucun policier n'a ouvert le feu. Aucun policier n'a ouvert le feu. Aucun policier n'a sorti son arme. Oui, on a vu la même scène récemment avec un policier lors des manifs qui a fait preuve d'un sang-froid tout à fait extraordinaire. De Nous sommes d'accord. Côté de l'Atlantique. Mais faut que la peur, passé comme ça, mais oui, exactement. Et je pense qu'il faut que la peur change de camp. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de la justice et il faut que la justice passe, qu'elle soit ferme, mais qu'elle n'est pas laxiste. C'est pas l'avis des policiers. Les policiers ne pensent pas du tout que la justice est ferme. Les policiers pensent surtout que la justice est laxiste. Que quand ils se font agresser, ils ne sont pas soutenus. Ça, c'est une réalité du terrain. Les fonctionnaires de police, en plus qui luttent contre la délinquance, sont aujourd'hui orientés sur d'autres missions. Des missions qui sont pénibles depuis l'état d'urgence. Donc, nous ne pouvons pas déterminer avec précision le sentiment d'un policier aujourd'hui, parce que ils sont soit souvent maintenant tellement exposés qu'ils n'en peuvent plus. Et je pense qu'ils vont vous le dire dans quelques jours, parce que il va y avoir des manifestations. Les policiers s'organisent, parce que on a franchi encore un cap, quand même, là. Là, on a vraiment franchi un cap. Enfin, moi, je suis pas d'accord avec ce procès d'intention que l'on fait aux uns et aux autres. Pas plus on doit en faire aux policiers qu'on doit en faire aux magistrats. Les magistrats appliquent la loi. Ils sont pas là pour soutenir telle ou telle catégorie. Lorsqu'une infraction est commise, eh bien, les juges, sur les réquisitions du procureur de la République, prononcent une sanction. Et moi qui suis devant les tribunaux pratiquement tous les jours, je ne partage pas votre avis. La justice est devenue de plus en plus répressive, contrairement à ce que l'on dit. Et on a battu tous les records, on bat tous les records. Il y a presque 70 000 prisonniers en France. On envisage de créer encore 30 000 places. Ce n'est pas pour rien. C'est bien parce que les prisons se remplissent. Et si elles se remplissent, c'est bien parce que les magistrats envoient des gens en prison. Alors justement, on parle souvent de la condition des détenus plus que les magistrats envoient des gens en prison. Et justement, donc aujourd'hui, on sait que cette agression, c'est le fruit d'une défense d'un territoire de business. Et le business aujourd'hui, une zone de non-droit, faut le dire. Non, voilà, où on trafique du cannabis. Est-ce que la dépénalisation du cannabis, en tout cas, la possibilité de transférer cette activité-là sur l'État, tout simplement. Est-ce qu'en coupant l'herbe sous le pied, je fais plus un jeu de mots inapproprié, j'en suis désolé, en coupant l'herbe sous le pied à ces délinquants, ces dealers, est-ce qu'on limiterait pas la criminalité, dépénalisation et légalisation? Il y a plusieurs théories. Des gens disent que si on légalisait, de toute façon, ça ne pourrait être que entre guillemets les drogues dures, et que les trafiquants naturellement se reporteraient vers les drogues dures entre guillemets, et que par conséquent ça ne ferait que déplacer le problème. Ça, c'est une. Moi, je me souviens d'un ministre de l'Intérieur qui disait qu'il n'y a pas de drogue dure. Il n'y a que des drogues. Oui, voilà, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets. Dure et douce, entre guillemets, j'ai bien précisé. Ouais. Moi, j'avais une question à maître, excusez-moi, maître Durimel. La consommation, est-ce que c'est considéré comme un délit? Ah, tout à fait, oui. Donc la salle de shoot qui a ouvert sur Paris, qui a ouvert aujourd'hui. Été inauguré aujourd'hui par Marisol Touraine, ouais, tout à fait. Dans le 18e arrondissement Paris, annexé à l'hôpital Ambroise Paré. Voilà, donc ça veut dire que les personnes qui sont à l'intérieur, ce sont des délinquants. Ah non, absolument pas, puisque c'est fait dans un cadre légal, puisque c'est autorisé. Mais j'entendais un cocaïnomane ce matin qui disait qu'il allait aller dans cet endroit, donc il va y aller avec de la cocaïne sur lui. Mais dans un cadre, encore une fois, c'est pas la même chose. La détention de drogue est interdite. Oui, pardon. La détention de drogue est interdite. Ah, tout à fait, oui. Bon, alors s'il se déplace dans cette salle de shoot avec de la cocaïne sur lui, s'il se fait interpeller il est dans un délit. Il peut commettre un délit. S'il se fait interpeller entre son domicile et la salle de shoot, effectivement, à l'intérieur de la salle de shoot, il viendra vous dire, mais attendez, j'ai le droit parce que je vais dans ma salle de shoot pour aller demander aux forces de police d'avoir de la souplesse aux abords de Gare du Nord. Oui, évidemment. Attendez, on peut pas créer quelque chose et puis. Bon, alors s'il part du Val-de-Marne et qui croise des policiers, la souplesse, ça s'applique là.
on sait pas. Oui, Non, d'accord. non, c'était une question. Ça mériterait une émission. Ils n'envisagent pas de fréquenter ce genre d'établissement, mais je pense que dans ces salles, il y a la possibilité de leur fournir sur place. Je pense pas qu'on vienne avec. Je sais pas. C'est vraiment une question que je posais, mais parce que et d'une manière générale, pour aller encore plus loin, ça existe, certes, ça a été décidé. Moi, je n'y suis pas spécialement favorable. Donc, je suis tout à fait à l'aise pour en parler. Donc, en légalisant, ça peut être une solution, en tout cas. Moi, je suis pas favorable, hein, Bougema. Si la question c'est ça, c'est que moi, je dépénalise. C'est différent. Donc alors quelle solution? Si on légalise pas, ça veut dire on y va, Ah non, mais là faut y aller. On rend de droit ces zones de non-droit. Ah non, faut rentrer dans le dur. En acceptant le risque politique, la bavure politique. Mais clairement. C'est ça. Mais vous imaginez, mais vous voyez, je veux revenir là-dessus parce que la bavure politique ou le risque politique. Non. On a le courage politique et la bavure policière. Ouais, la bavure policière. Les policiers qui ont été lâchement attaqués par ces barbares, il n'y a eu aucune bavure. Hein. Non, c'est ce que je dis. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que non, je pense qu'il faut revoir la légitime défense. Il n'y a pas eu de riposte. Je pense que il faut. Je pense que c'est une. Déjà, ils étaient totalement légitime défense. Mais je pense qu'il faut revoir la légitime défense. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Que la peur change de camp. Pour reprendre. Exactement, que la peur change de camp. Écoutez, vous pouvez me reprendre 10 fois, mais moi je suis tout à fait d'accord avec ce terme-là. Il faut que la peur change de camp. Il faut que les individus, les délinquants, ceux qui veulent s'en prendre à du policier et tuer du policier, se disent qu'ils se risquent à des sanctions dures et fermes. Et que en France, la loi les prévoit déjà. Encore une fois, vous avez une vision de la justice qui ne correspond pas à la réalité. On a un petit problème technique. On vient de perdre Malik Etou, on va le reprendre. Non, peut-être que Malik Etou pense à des sanctions plus fortes aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui? Je veux dire, pendant très longtemps, le banditisme avait toujours peur de tirer sur un policier parce que c'était la peine de mort automatique, donc il tirait sur les jambes. La peine de mort a été supprimée 9 octobre 1981, ça date déjà, on va pas la rétablir, mais il y a d'autres peut-être sanctions. Des sanctions plus fortes. Pour revenir juste, l'augmentation des violences envers les agents de la force publique a augmenté, monsieur. Donc, je pense pas que les délinquants ont peur de vos lois. Donc, ça, c'est pas mes lois, ce sont les lois de la République. Oui, les vôtres également. Mais j'entends bien, mais parce que vous étiez en train de défendre tout d'un coup, on termine. Voilà. Bon, il faut que la peur change de camp, voilà, ça sera mon mot de fin. Bon, très bien, Malik Etou, le mot de la fin, maître Durimel. Que la peur change de... Moi, je dirais simplement, il faut que le droit soit rétabli dans ces endroits-là, comme partout sur le territoire de la République, tout simplement. Oui, voilà, parce et d'ailleurs, on oublie souvent les citoyens qui eux vivent dans ces quartiers-là et qui n'ont pas le choix et qui souffrent au quotidien. Et qui ont peur. Les policiers et qui ont peur. Parce qu'on a des postures d'élite, pour reprendre les termes de Nicolas Sarkozy. On va pas dans ces quartiers-là, on prend pas le métro, les transports. Agressés, c'est inacceptable. Et il y a ces gens qui vivent effectivement cette situation au quotidien également. Et pour ces gens-là, c'est insupportable aussi. Très bien, merci maître Durimel, mot de la fin pour moi le mot de la fin c'est une pensée pour ces policiers tout simplement parce que c'est dramatique. Très bien, merci à tous les trois, merci à Saleha pour la mise en onde de l'émission avec une rediffusion ce soir à 23h sur toutes nos fréquences et sur radio-soleil.com. Allez, on vous donne rendez-vous le mardi 25 octobre pour un nouveau rendez-vous de Soleil Politique. Bye bye.